secondes, c'était fini. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous. Vache, le président. Le God Save the Queen retentit, puisqu'à Rome, l'Angleterre a dynamité l'Ukraine sur le score de 4-0. Kane, mes amis, est ressuscité. Petit tour du côté de la case Penaud, qui n'a pas donné le bon prono, mais qui a quand même donné la bonne tendance. Il a donné la tendance, c'est la victoire de l'Angleterre. Je crois que c'est tendance. Et je pense être davantage tendance qu'Hervé Penaud. Alors ça, la classe du président, je voudrais l'entendre. Je donne le point, j'avais pas entendu 3-0. Allez, 3-0. Bah oui, 3-0. Merci beaucoup. Il y avait Étienne qui essayait d'aller chercher grappiller un point sur le 2-1. Tu veux que ça parte ou tu veux pas que ça parte? Très rigolo. C'est quoi cet accent, Étienne? C'est une tentative. Les gars, vous n'étiez pas forcément impressionnés par le jeu de l'Angleterre en première mi-temps. Êtes-vous finalement impressionnés par l'Angleterre? On aura des chroniqueurs à mettre un peu sur le gris. Qui est pour vous l'homme du match? Est-ce Kane, double buteur, ou Sterling, l'animateur principal? Et puis, peut-on s'interroger sur l'équité sportive de cet Euro, puisque les 4 demi-finalistes ont joué leur premier tour à domicile? Le Danemark à Copenhague, l'Italie à Rome, l'Espagne à Séville et l'Angleterre dans son fief de Wembley. Nous noterons également tous les acteurs de cette partie. Vous prendrez le contrôle de l'émission. C'est les notes de l'équipe. C'est les notes de l'équipe du soir dans quelques minutes. Ukrainiens. Virginie, bonsoir. Tout d'abord, les images. Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. C'est parti pour les images de ce carton plein anglais. Harry Kane lance les hostilités à la 4e minute. C'est Raheem Sterling qui est à l'origine de l'action. Il élimine la défense, on le voit bien avant de placer le ballon dans l'axe. Le 9 lâche une frappe vers la gauche qui ne laisse aucune chance au gardien. Maguire enfonce le clou en tout début de seconde période sur un coup franc parfaitement tiré par Luke Shaw. Et ce n'est pas fini, ça continue. 50e, le décalage de Sterling du talon pour Shaw est un petit bijou. Le centre, puis Harry Kane à la finition pour le 3-0, son 9e but avec l'Angleterre en tournoi majeur. 63e, corner de Mason Mount et la tête d'Henderson. Score final 4-0 pour l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on gagne, ma chère Virginie, en regardant Regardez-moi ces magnifiques chaussures, des crampons, des chaussures de foot à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Pas n'importe quelles chaussures. Ce sont des chaussures qui ont été portées par Olivier Giroud, Kingsley Coman, Antoine Griezmann. Pour les gagner, il faut aller sur le compte Twitter de l'équipe du soir et répondre à la petite question mystère. D'accord. Ça papote beaucoup. Juste, on n'a pas entendu, mais la pointure, s'il vous plaît. Ah, 44,5. 44 et demi. Si tu fais du 38, tu peux pas jouer. Quoi. Non, mais non. Merci Virginie. De rien. Et les petits, Angleterre, donc 4. C'est 44 et demi, c'est un invendu. L'Angleterre 4, l'Ukraine 0. Êtes-vous finalement impressionné par l'Angleterre? Habillage à l'anglaise, mes petits. Je prends les dépositions. Hervé Penaud, c'est yes or no? Yes, my dear. Oui. Olivier? Non. Non. Sinon, tu mettais ta veste de l'autre côté après. Eric Bilderman? Non, pas vraiment. Non. Étienne? Impressionné par le réalisme anglais quand même. Eh bien, je pense que nous pouvons avoir un super duel. Vous activez la case super duel? Oui, sûr. Au boulot, les gars. Après, je sais mes pas s'ils petits, sont capables les de réagir en oui face. sont l'équipe Derrière, Moiti Penaud. Les non la sont réponse, l'équipe tout à l'heure. Rouillé-Bilderman. Nous allons passer donc les oui qui commencent chez les Penaud Moiti. Hervé, Les cheveux blancs, les cheveux blancs. Hervé, moi je sais pas, j'en ai pas. Moi. T'as vu ta couleur, toi? Allez. Hervé, c'est celui qui était le plus non, proche les du cheveux score. blancs, Du score Hervé, final. vous avez la main. Ils sont tapis dans l'ombre, mais il ne manque pas d'arguments. Olivier Rouillé et Eric Bilderman qui commencent chez les Bildouches Rouillé. Pas persuadé qu'ils sachent s'en relever. Ça patine? Ça rame? C'était Tu veux recommencer? Franchement, on t'autorise à la refaire. La prise était pas bonne. Mais de toute façon, ça n'a pas été enregistré. 2 minutes. Mais non, mais ça n'a pas été enregistré. de toute façon. Non, mais excusez-moi, Étienne, en fait, il avait tout dit en 30 secondes. Et Étienne, vous n'êtes pas autorisé à parler après un super duel. Vous pouvez mimer, mais là, vous avez été pris une faute technique. Non, pas grave, non, une faute technique. Si vous êtes impressionné, vous répondez oui. Et si c'est oui, c'est Étienne. Oui, et Hervé. Finalement impressionné. Si c'est non, finalement impressionné. C'est important. Évidemment, si vous n'êtes dernier toujours argument. pas totalement impressionné, c'est la faiblesse de l'Ukraine, c'était l'argument tu le donnes pas. d'Olivier Rouillé Ah bah ouais. et Eric Bilderman. Eric, merci beaucoup de parler quand je parle. Vous êtes c'est lui également qui a commencé. averti. Oh la balance. C'est lui qui a commencé. Vous demandez un Alors non carton seulement rouge? il est Non, faible en duel, et en plus il demande Pas des un jaunes. carton rouge, pas Quelle possible. mentalité. Eric, s'il vous plaît, Eric, les mains sur les barreaux. Merci. Je pense que j'ai calmé tout le monde. Vous pouvez trancher en toute sérénité, mon cher Johan. Mais
Non, mais je suis plutôt de l'avis. C'est pas une Angleterre qui m'a éclaté jusqu'à présent. Même si ce soir, je les ai trouvés très réalistes dans les deux surfaces, que ce soit défensif et offensif. Donc, finalement, ouais, l'Ukraine a raté ses 2 entames de match et de mi-temps, pardon. Et les Anglais, avec, je crois qu'ils font 4 tirs au but en deuxième mi-temps, ils mettent 3 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Donc je trouve que finalement c'est costaud. Ils ont des joueurs qui reviennent en forme. Excusez-nous. Ça n'a rien à voir avec toi. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Bon, mais je vais continuer comme si de rien n'était. Non, mais Olivier est en train de se curer les ongles. Il y a une sorte de manucure comme ça. C'est comme J'ai eu un problème de manicure cet après-midi. Elle n'a pas bien terminé le boulot, donc il termine. Voilà, exactement. C'est comme à l'école, tu sais, quand t'as tort, petit à petit. Oui, mais attendez, parce que votre verdict tournait à l'avantage j'ai l'impression, d'Olivier et je d'Éric, trouve non que finalement, je suis plutôt impressionné par ce réalisme. Et finalement, comme je disais, je trouve qu'il y a des joueurs qui arrivent en forme à ce moment-là. On parle de Kane, il a débloqué un peu son compteur et je trouve qu'il est plus présent dans cette équipe, même si en première mi-temps, on ne l'a pas trop vu, mais après, il est à la finalité des actions et c'est ce qu'on lui demande. Et je trouve que Sterling arrive en pleine bourre juste au bon moment. Même s'il a été décisif sur les matchs de poule, mais là je le trouve même dans l'activité dans son match, il a été constant. Donc je suis plutôt impressionné aujourd'hui par ce réalisme et aussi le banc qu'ils ont, quoi. Parce que finalement c'est assez impressionnant, sur toutes les lignes tu peux faire des remplacements et cette équipe reste très forte dans l'attitude, quoi. Pas forcément dans le contenu du jeu. Moi, je m'attendais quand même à avoir un peu plus un jeu léché. Mais voilà, c'est sérieux, c'est réaliste. Et quand une équipe ne prend pas de but, quand même, en phase finale depuis 5 matchs, tu peux t'appuyer dessus pour aller un peu plus loin. Et qu'elle gagne quand même 4-0 son quart. 660 minutes Non, mais sans tu peux gagner encaisser. 4-0, mais je regrette, Étienne. Sur la deuxième période, d'accord, j'avais retenu quelque chose d'intéressant de la part des Ukrainiens en première période, mais en deuxième période, c'est lamentable. Ils ont une attitude qui est indigne. Tu prends 2 buts en 5 C'est la minutes. conséquence. J'entends bien. Non, C'est mais- la conséquence de la force et de la puissance anglaise. Non, mais tu reviens à la mi-temps, t'es 1-0, tu te dis Non, on mais je peut comprends, revenir. j'entends bien, Et en 5 j'entends minutes bien. après, t'es 3-0, quoi. Jo, Donc les mecs, ils j'entends ont bien, plongé, quoi. Sauf que tu fais la même entame de match Ben oui, oui. que la première période, et en même encore pire, puisque tu n'as aucune réaction, t'es même pas attentif, t'es même pas attentif, tu te rappelles même pas de ce qui t'est arrivé. Donc c'est grave, on a vu quand même une équipe. Et donc les buts anglais sont uniquement la conséquence de la faiblesse ukrainienne. C'est pas du tout que les joueurs anglais ils ont un jeu de tête phénoménal. Quand je vois le c'est pas du tout, que ils ont des centreurs qui sont exceptionnels, qu'ils ont une coordination qui est parfaite. Non, c'est simplement parce que les autres sont des truffes en face. Bah bien sûr. Je pense que le fait qu'il soit des truffes en face a bien aidé Bien pour sûr. marquer le but d'Ederson, par exemple. Il est bien seul. Anderson. Tu cherches le marquage. Ederson. Non, Anderson. Ah oui, je croyais que c'était- Non, mais je croyais qu'il y avait un Brésilien. Anderson. Tu cherches encore le marquage. Les mecs, ils sont plus là. Mais c'est il y a un élément. Excusez-moi, non, mais il y avait un argument quand même que nous met sur la table Olivier Rouillet, que vous contestez, mais il est vrai que l'Ukraine a complètement disparu. Non, mais ce qui est sûr, c'est Mais est-ce que c'est le fait de Mais non, mais l'Angleterre il marque 2 buts. Juste, je te laisse tout de suite derrière. Il marque 2 buts à l'entame de la deuxième mi-temps. Ils sont menés 3-0. Il n'y a plus de match. Ouais. C'est tout. Il n'y a plus de match. Non, mais c'est-à-dire que les buts ne sont pas donnés non plus. C'est-à-dire que pouvoir faire des entames aussi, ils profitent de la faiblesse ukrainienne à ce moment-là, ça c'est un fait, mais il faut aussi être capable de le faire. C'est pas donné à toutes les équipes. Sinon, combien d'équipes pourraient gagner 4-0 en quart de finale de 7 euros? Mais il y a un élément qu'on n'a pas donné, mais qui est quand même très important à mon avis, c'est qu'à partir de mi-temps, ils sont à domicile. hein. Ouais. Ça, alors en fait, On vous en impressionnez parlera. par l'effectif et Depuis vous le impressionnez début. par le On en public. parlera, on en parlera. C'était la seule À part ce match de soir. l'Angleterre qu'ils ont joué hors de Wembley. On en parlera, on aura un débat là-dessus. Mais ils ont été très réalistes quand même, les Anglais. Létal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait Létal, une clinique. frappe, même la reprise de volée de Kane, elle est extraordinaire. Ouais, L'arrêt mais elle est sortie. est fantastique. Mais elle est sortie, mais à part, j'ai pas le souvenir d'avoir d'autres frappes au but. Sancho, première mi-temps. Après, en Mais deuxième non, mi-temps. non, mais je parle en deuxième mi-temps. Ah, C'est-à-dire deuxième que mi-temps, t'en as non. un, Mais ça Jo, en s'enchaîne. deuxième Après, mi-temps, ils ont plus besoin parce que vous dites que les Ukrainiens étaient très faibles en deuxième oui, ils mi-temps. ont géré après. Mais après, ils ont géré. Ils ont fait Non, mais comme rentrer, tu as dit, ils ont fait rentrer tout le banc, ils ont arrêté de jouer, ils préparent Ah, ben oui, mentalement, Mais physiquement comme tu dis, leur quand tu demi-finale. rentres à la en deuxième mi-temps, tu es 1-0, tu te dis tu peux le faire, tu t'accroches et 5 minutes après tu es mené 3-0. Plus en face de toi, tu as une équipe qui n'a pas pris un but, donc les mecs ils ont plongé et puis voilà, après le temps Il de est revenir, vrai, c'est fini. premier changement exercé par Gareth Southgate
Elliott Henderson donc, qui rentre à la place de Rice à la 57e minute. Et puis à la 65e minute, triple changement de Southgate. Rashford, Phillips et Trippier rentrent. Sterling, Phillips était sorti, c'est Bellingham qui est rentré. Vous m'aurez corrigé évidemment. Vous voyez ici le panneau. Puis un dernier changement pour la route, peut-être pour les applaudissements et la gestion de Kane. Il avait été remplacé par Calvert-Lewin. J'avais deux, trois petites choses à vous donner, mais je vous laisse la main, mon cher Hervé. Oui, ça c'est un argument qui est important. Ça doit être l'une des rares équipes de tous les cas qui a pu gérer totalement son match. Ah oui. Parce qu'à partir de 46-47 minutes, c'est terminé. Il a pu faire ses changements. Il n'y a pas eu une pression mentale exceptionnelle sur les joueurs anglais sur ce match-là, alors qu'on a vu que tous les autres matchs, ça s'est joué quand même. Soit c'est parti à la prolongation, soit ça s'est joué sur même le 2-1 de l'après-midi, où on sent qu'à un moment... Les Danois, ils sont partis à Bakou jouer. Aussi, ça va y faire. Bien sûr, ils sont partis à Bakou. T'imagines, ils ont 4 heures de décalage, 5 heures de vol. Ils vont rejouer dès mardi. Les autres, ils ont fait un déplacement. C'est mercredi. Nous avons un débat sur l'organisation de cette compétition, puisque je vous l'ai dit en préambule, les 4 demi-finalistes ont joué leur premier tour, tous à domicile. On vous donnera plus de précision. Enfin, On a l'impression il n'y a pas une enquête. C'est par un souffle, ces joueurs anglais. Ah ouais ? Oui, parce qu'on savait que c'était sur le papier, après l'équipe de France, ça semblait être l'équipe la plus forte, la plus solide à peu près dans toutes les lignes. Même la Belgique, à mon avis, c'était un peu moins fort derrière, où il y avait pas mal de joueurs assez vieux. Mais ce que tu dis, Hervé, l'Italie, individuellement, tu pensais moins collectivement. Ah non, je parlais pas du collectif, parce que collectivement, l'Italie, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Par rapport au nom. Non, par rapport au nom. On a l'impression que sur chaque ligne, tu l'as dit, c'est-à-dire que tu peux doubler tous les postes, tu mets une équipe B, ils peuvent être quasiment en demi-finale de l'Euro aussi. Mais ce que tu dis sur le souffle, on peut l'appliquer sur 3 des 4 équipes. Les Danois, depuis l'affaire Eriksen, ils arrivent en demi-finale portés par quelque chose qui est plus grand qu'eux. L'Italie, il y a un souffle dans cette équipe incroyable. Ne serait-ce que la manière dont ils chantent les hymnes, tu as envie de les aimer, tu as envie de... Et quelque part, tu peux chanter les hymnes comme ça, mais derrière... Ils ont le même enthousiasme sur le jeu. Et ce que tu dis sur l'Angleterre est vrai, il n'y a que l'Espagne où on est un peu plus sur la retenue et dubitatif sur ses talents. Il fut un temps où vous fûtes un grand spécialiste du football anglais. L'Angleterre n'a plus rien gagné. Enfin, la seule fois qu'ils ont gagné, c'était en 1966, leur Coupe du Monde. C'est à cette époque-là, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on racontait depuis sur les gadins successifs de l'Angleterre? Trop de poids des clubs, pas assez d'osmose. Est-ce qu'il y a des choses là qui cochent aujourd'hui? Il y a toujours eu ce débat que les clubs étaient plus importants dans la culture du supporter, la culture des joueurs que l'équipe nationale. Qu'en équipe nationale, globalement, au niveau discipline, c'était très laxiste et les joueurs profitaient vraiment de ce mois et demi au Club Med. C'était un petit peu le souci de cette équipe-là. Et il y a eu des sélectionneurs qui aussi ont bien profité du chèque d'être sélectionneur anglais avant de s'intéresser vraiment au travail qu'ils devaient accomplir. Des gars comme Sven-Goran Eriksson étaient considérés comme des dilettantes absolus. Mercenaires. Un spécialiste. Voilà, donc l'équipe d'Angleterre, c'est jamais vraiment... Et puis il y a aussi la qualité des joueurs. À un moment donné, quand vous avez dans le championnat d'Angleterre, depuis l'arrêt Bosman, 70% des postes, que ce soit des postes d'entraîneurs ou des postes de joueurs qui sont occupés par des joueurs étrangers, vous arrivez dans une situation où vous avez des postes faibles. Le poste de gardien, par exemple, a toujours été un poste faible en équipe d'Angleterre. Et on l'a encore vu ce soir, parce que quand ils vont être mis sous pression, moi j'attends de voir Pickford. Mais il y avait un autre argument aussi qu'on utilisait beaucoup, c'est la dureté du championnat anglais. Dureté du championnat anglais, plus difficulté des clubs qui vont loin en Coupe d'Europe. Et donc quand ils arrivent sur une compétition, non, tu crois pas? L'intensité du championnat fait qu'à un moment, tu arrives sur les compétitions, tu es un peu cramé bouilli. C'est vrai que dans les autres championnats, ça allait très très lentement à l'époque. Quand l'Italie marchait sur l'Europe, quand l'Espagne marchait sur l'Europe, ça les a pas empêchés. Il y a toujours ça les a pas empêchés de gagner l'Euro, le Coupe du Monde et l'Euro. La grande différence, c'est qu'en Angleterre, moi je l'entends, j'entends souvent, mais moi je trouve que c'est pas un argument. Mais la différence, c'est qu'en Angleterre, tu n'avais pas de trêve. Alors là, ils ont créé cette nouvelle mini-trêve au début du mois de janvier. Non, mais ça veut dire que tu jouais même l'hiver. Donc ils pouvaient arriver jusqu'à fin mai, gagner des Coupes d'Europe, mais après c'était fini. Ils pouvaient plus jouer. Non, c'est pas ça. Mais après, il faut te remettre dans une nouvelle compétition. Tu as un petit arrêt d'une semaine après, tu refais une préparation. Tu as certains joueurs qui en avaient plein les bottes aussi. Il y a quelque chose qui l'Espagne, quand ils font le triplé, ils vont au bout des Coupes d'Europe. Mais pour revenir pour essayer de vous mettre d'accord. La trêve, elle n'est pas très très longue en même temps. Eric Bilderman en casque bleu. Écoutez Eric en casque bleu. Pour essayer de vous mettre d'accord, c'est que quand les joueurs. Je ne pourrais pas être d'accord avec ça. Je sais bien, mais tu ce que tu veux. Alors celui-là, je l'entends. Mais quand tu arrives au mois de juin, c'est pas grave. Quand tu arrives au mois de juin et que les joueurs arrivent dans quelque chose qui pour eux a toujours été structurellement moins important
que le football de club. Que tu regardes la sociologie des supporters qui suivent l'équipe d'Angleterre. Ce sont souvent des supporters de D3, de D4, de clubs amateurs. Les supporters de Liverpool, de Manchester United font beaucoup moins les déplacements que ceux de Millwall ou ceux de... C'était pas les mecs de 66 sont des héros. Mais bien sûr, mais parce que c'est une fois dans la vie que c'est arrivé. En 96, il y a eu l'Euro, c'est un truc de fou. Tu donnes le sentiment qu'en fait, les Anglais s'intéressent absolument pas du tout à l'équipe d'Angleterre. Tu as vécu en Angleterre. On n'est pas dans la caricature. J'essaye juste d'amener un peu de nuance justement pour les mettre d'accord. Et toi, tu nous fais replonger dans la caricature. Et que d'ailleurs, sur les noms des équipes, sur les noms des joueurs qui ont échoué en équipe d'Angleterre, moi j'ai le souvenir d'équipe d'Angleterre il n'y a pas si longtemps où il y avait des joueurs énormes dedans, avec des milieux de terrain, avec Lampard, avec Gerrard, avec Beckham, etc., des attaquants Wayne Rooney, etc. Et puis ils échouaient. Ils échouaient. Parce que beaucoup d'équipes échouent. Dernier argument, non, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais l'argument de dire que l'équipe nationale était un petit peu moins importante, ça je peux l'entendre. Donc, mais ça n'a rien à voir avec la fatigue, de l'intensité du championnat. Donc, le fait qu'ils allaient au bout de certaines zones. L'équipe d'Angleterre, quand il y a une compétition en Angleterre, mais c'est de la folie. Je le mérite peut-être. Arrêtez d'avoir le dernier mot. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Appelle Mathieu. Mathieu. Je n'ose pas réclamer un jaune à mon adversaire. Je n'ai eu qu'un jaune. Oh là là. Vous avez réclamé. Oh non. Allez, Star Rouge, les mains sur les barreaux, Hervé Penaud, s'il vous plaît. 660 minutes sans encaisser de but, soit 7 matchs et 30 minutes. L'Angleterre se retrouve dans le dernier carré, donc pour la première fois de l'histoire de cette compétition, sans encaisser le moindre but. C'est une première dans l'histoire. Même dans l'Euro, non ? L'Espagnol... L'histoire de l'Euro. De l'Euro, oui, de cette compétition, l'Euro. Iker Casillas avait enchaîné 5 matchs sans encaisser de but, c'était en 2012, mais Iker Casillas avait encaissé, lors de la première journée du premier tour, un but de Di Natale contre l'Italie, donc pour un 1-1 entre l'Espagne. Mes petits... Non, je voulais juste vous montrer, pardon, Régie, juste un peu. Le dernier but encaissé par l'Angleterre, c'était chez nous, c'était contre la Pologne. Alors l'Angleterre avait gagné. 2-1, mais voyez ce but. Alors dans les buts, c'est Nick Pope, c'était contre la Pologne. Et c'était Nick Pope de Burnley. Il n'a pas été retenu par Gareth Southgate. C'est bizarre. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a eu un problème de genou et il a été opéré. Voilà, c'est Ramsdale et Johnston, les gardiens de Sheffield et de West Bromwich Albion, qui sont les remplaçants de Peut-être aussi Pickford. parce qu'il fait comme ça pour essayer d'arrêter les buts, quoi. C'est peut-être. Oui, mais là, c'est le genou. Qui gagne ? Est-ce que vous avez été finalement impressionné par l'Angleterre, finalement impressionné par Étienne et Hervé, ou par Eric Bilderman et Olivier Rouillet? Le résultat de ce super duel, mes petits, en régie, on y va. Pas forcément impressionné. Non. Après 4-0, franchement, c'est une belle victoire, les gars. Franchement, c'est une très belle victoire. On sait pas. On se retire. On se retire. Par contre, moi, je trouve qu'il y a de beaux doigts. Très beau. On ira au Portugal. Non, si, je t'ai déjà dit, c'est même pas la peine. Olivier, Eric, on peut continuer l'émission? Oui, allez-y. Je vous remercie. Match entre deux joueurs anglais, Kane contre Sterling. Alors, qui est pour vous l'homme de cette rencontre? Est-ce le finisseur ou est-ce le dynamiteur? Habillage à l'anglaise, là encore, nous allons prendre les dépositions. Hervé Penaud, vous avez un penchant pour Kane ou pour Sterling? On y va. Allez, je vais quand même dire, pour faire la Kane. Kane. Pour pas parler de lui. Olivier. Pareil. Eric. Sterling. Étienne Moiti. Sterling. Écoutez les gars, C'est proche quand même, difficile. on y retourne, hein. On y retourne parce que là c'est un super duel royal. Est-ce qu'on peut juste un peu baisser la musique parce que là nous sommes émus. Envoyez le jingle s'il vous plaît. Deuxième super duel consécutif. Arman, vous avez dit Sterling. Qui commence chez Eric aimerait avoir la main. Étienne. C'est un plaisir. Ok, très bien. Premier en pôle, Eric Bilderman. Chez les Kane. S'il est plus réveillé que sur le dernier duel. C'est pour ça, parce que mes arguments, j'ai 10 secondes. Après, tu vas briller. T'inquiète pas, tu vas briller. Il faudrait pas que tu lui piques. Sinon, il est On va peut-être commencer par le manucuré. C'est donc Olivier. Honneur au striker. Arrêtez de me caricaturer parce que là, ça va pas aller. Vite non. Honneur au striker, honneur à l'attaquant, Olivier Rouillet. Vous remettez le trophée de meilleur joueur de la rencontre à Harry Kane. Pourquoi? Nous vous écoutons. Beurre d'Étienne Moiti, il adore ça. Et Étienne Moiti et Eric Bilderman votent
Raheem Sterling comme le meilleur joueur de la rencontre. Harry Kane pour Olivier Rouillet et Hervé Penaud. Compte Twitter de l'équipe du soir. Vous pouvez voter. Il va trancher maintenant. Jo Mikou. C'est difficile parce que moi je trouve que Sterling, tout ce qui a été dit sur Sterling, c'est vrai. Je trouve qu'il a été très bon pendant l'Euro et ce soir il a été vraiment formidable et en plus sur la durée du match. Mais j'ai envie de récompenser Kane parce que ça a été dur pour lui, sur cet Euro, ce début d'Euro, il y a une pression énorme sur lui. Il n'arrivait pas à trouver la faille. Et alors, est-ce que c'est dû qu'à lui ou est-ce que c'est dû aussi à la connexion avec les autres joueurs? Et je trouve que ce soir, ils l'ont peut-être trouvé. Même si en première mi-temps, on l'a pas trop eu, il a été décisif sur le premier ballon qu'il a touché. Mais en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu mieux. Et on sent que voilà, il est libéré même par rapport à cette volée qui tente, qui est exceptionnelle. Je pense qu'il est libéré et ça peut être un vrai atout pour cette Angleterre-là, à qui il manquait ce buteur. Donc j'ai envie de lui donner le trophée du meilleur joueur, même si Sterling, moi j'ai trouvé exceptionnel ce soir. Il y en a un autre qui était bon aussi. Luke Shaw, moi j'ai trouvé. Ouais, Luke Shaw, l'arrière gauche. Et depuis le début du tournoi. Voilà, moi je me disais pourquoi ils prennent plus Chilwell, mais j'ai compris. Dans l'arbitrage extrêmement fin de Johan Mikou, avantage donc à la paire Rouillet-Penaud. Et dans son arbitrage, il remet le tournoi de Kane dans la perspective de cette rencontre. Vous, qui êtes des spécialistes de la narration, ça doit vous toucher, ça. Kane qui était disparu en début de tournoi, finalement, au fur et à mesure, là, on a l'impression d'assister à une résurrection. Est-ce que c'est un argument important, les gars? Très rapidement, c'est un bon argument, si ce n'est que la question était sur le joueur qui nous avait impressionnés et non pas sur la trajectoire du joueur. Bien évidemment, quand on part de zéro et qu'on arrive au niveau de Harry Kane aujourd'hui, qui est l'un des meilleurs hommes du match et qui a été décisif comme buteur, oui, cette trajectoire et la narration de la trajectoire vaut plus que celle de Sterling, qui est d'une constance à très haut niveau depuis le début et qui, sur cette première mi-temps, a débloqué le match et a permis derrière à Harry Kane. Donc on pourrait faire une autre... le truc. Mais tu as élargi absolument. Non, mais j'ai élargi en me disant que c'est quand même peut-être ce qui va... L'Angleterre aura besoin de ce Kane-là. La narration sur Sterling, elle est pas mal aussi, parce que Sterling... Il est à la cave avec Manchester City. Il ne fait absolument pas jouer toute la fin de saison. Il revient faire un ou deux matchs, etc. Il revient de faire un ou deux matchs à la fin. Mais franchement, personne n'attend de Sterling qu'il fasse cet Euro-là. Et quand tu vois au démarrage de l'Euro, les choix qui sont faits par Southgate avec Sterling, franchement, tu vois les joueurs qu'il y a sur le banc, tu te dis, mais c'est un dingue, le gars, il connaît rien au ballon. Et bien finalement, il connaît quand même quelque chose au ballon, un gars de Southgate. Oui, je pense. Et en tout cas, il connaît bien son effectif, il connaît bien ses joueurs. Et celui qui porte l'équipe, qui la dynamise, c'est Sterling depuis le début. Et s'il n'était pas là, l'Angleterre n'existerait pas offensivement. Nous allons passer la stat, là. Vous ne pouvez pas me remettre la stat que j'ai vu passer. Monsieur Rouillet exige une stat. Mais non, parce que j'ai trouvé ça marrant, parce que vous me faites du Sterling. Et je suis d'accord avec vous, parce que moi, il m'a plu. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit que c'est la première passe décisive qu'il fait depuis le début. Et ouais, parce que Kane ne mettait pas. Parce que Kane n'en mettait pas une. Voilà. Stat suivante. Arrête de dire des conneries. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, c'est vrai que on a tous l'impression qu'il est bien, mais finalement, il n'y a pas grand-chose, à part le but qu'il a marqué. Il a marqué à chaque fois. Non, mais t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Ah si, je suis sérieux. Bah non, mais il a marqué des buts. Ils ont gagné 2-0. Ah, c'est tout. Oui, il a gagné des buts. Il a marqué un but, ils ont gagné 1-0. Mais c'est tout. Non, mais à vous entendre, c'était quand même, par rapport au ce match-là, c'était... Olivier Rouillet. Il marquait les buts que Kane ne marquait pas. Sterling, il a été bon, mais exceptionnel, c'est beaucoup trop votre jugement. Juste une chose par rapport... Beaucoup trop. Non, et puis par rapport à cet argument qui est de dire sans Sterling, il n'y a pas de but, en gros, c'est assez faux, parce qu'il n'a mis qu'une passe décisive, il y a 4 buts ce soir. Donc il y en a 3, c'est bien des autres. Attendez mes petits. Après, il est sorti. Attendez mes petits. Après, il est sorti quand même. Olivier Rouillet. Pour laisser rentrer les autres. Olivier, c'est votre moment, c'est le passé qui revient comme ça, c'est vos années Canal+, là, vous aviez des longs formats à commenter. Yes. Vous avez 11 secondes. 11 secondes, pas une de plus, pour commenter
Le premier but, toujours mieux que Sterling, Kane, et après j'aurais... Et après Mais vous pensez à qui, votre Olivier? Mes petits... Olivier, vous êtes concentré? C'est le roi de la concentration. Personne n'a pris jamais en défaut de penser à autre chose, de se faire les ongles. Voilà. On y va, 4e minute. Allons-y. Sterling pour Kane, on y va, avec l'appel de Luc Shaw. Magnifique, regardez. On avait besoin. Voilà. Donc, mais c'est ça que j'avais bien aimé. Cette passe, c'est vrai que cette passe en profondeur, elle est sublime. Parce que l'appel aussi, la perception du jeu de la part de Kane, elle est parfaite aussi. Parce que c'est vrai qu'il le voit, et c'est lui qui déclenche. Parce qu'il emmène tout de suite ce petit appel qui fait que après l'ensemble, la complicité, elle est parfaite. Et les deux gestes techniques sont de qualité. Vous retenez quoi, la passe ou le but alors? Maintenant. Alors on revient un peu de passe. Je reste sur la passe, non? Là, mais Sur cette action, il n'y a pas d'appel. Pour moi, il n'y a pas d'appel. Ah si. Là, regarde bien. il y a la passe qui est exceptionnelle et Kane le voit que la passe est magnifique et il peut y aller. Il va. Contrairement à souvent où c'est l'appel qui enclenche la passe, là pour le coup c'est la passe qui enclenche la Kane part après le déclenchement de la passe. Bien sûr. Il n'anticipe pas, il ne fait pas d'appel. Non, il ne fait pas d'appel. Et pourtant, Olivier était concentré. Hein. Il est Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que là, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Ah bah, on raconte ce qu'on voit. Non, mais ça, vous voyez de la 4e dimension. Ah oui, d'accord. Attendez. Vous sauriez... Non. La 4e dimension, c'est du matos de premier choix. Ça a été cédé en première main en Russie, nous l'achetons à prix d'or. Olivier, il est de l'époque du foot à la radio, donc forcément, il faut raconter. Eric, on pouvait rien vérifier. Non, attendez, on va vérifier auprès d'un passeur. Non, mais en tout cas... sur la passe, Kane fait un appel ou pas? Ou la passe est tellement sublime que ça le décale? Je trouve que Kane, comme c'est un grand attaquant, il se positionne dans une zone où il peut éventuellement recevoir le ballon. Déjà, et il après, anticipe. Sterling, c'est vrai, fait la passe. Et je ne suis pas trop d'accord avec Olivier. Je trouve qu'en fait, c'est après la passe que Kane se rend compte que la zone est pour lui et il va. Et en fait, après, il fait le geste juste. Mais tout part de Sterling, parce que déjà, son crochet comme ça. Et après, dans la zone où il est, avec le nombre d'Ukrainiens qu'il y a, trouver cette passe, en plus, elle est précise, elle est dosée, elle va exactement dans la course de Kane. Ça, pour le coup, c'est exceptionnel de la part de Sterling. Trouver, en fait, c'est cette passe qui... d'un 1 contre 4 ou 5 de Kane, se retrouve finalement face au gardien. Quoi. Il est 4 joueurs avec sa passe. Expliqué par Johan, c'est plus clair. Mais très mal déféfondu, parce que laissé comme ça à l'extérieur. Le MVP pour vous, c'est qui? Alors pour Olivier Rouillet et Hervé Penaud, c'était Harry Kane. Pour Eric. Encore j'ai gagné. Le plus beau des duels, 51-49. C'est là où ça les énerve. Attention mes petits, attention, on va aller voir le plateau. Bah ouais, ça fait 2 fois que bon bah vas-y, je te rejoins. On va aller voir le jugement ultime, le jugement dernier. Virginie Saint-Silly qui a été élue homme du match par l'UEFA ce soir. Et bah connexion à la tablette et je vous laisse découvrir. Ouais, évidemment. Bravo l'UEFA. C'est les organismes supranationaux qui donnent le prix de la dernière Coupe du Monde de Messi meilleur joueur. Attendez les gars, Vous les pieds, les mains et tout le reste. L'Angleterre avantagée. Autre débat et autre question au sujet de ce match, puisque l'Euro, cette fois-ci, n'avait pas forcément de pays hôte pour le 60e anniversaire de la création de cette compétition. C'est une première. 11 villes, c'était le souhait de l'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini, de récompenser, on va dire, les petits pays ne pouvant pas organiser un euro. Le dernier carré de l'euro, on va le regarder avec un point commun. Espagne, Italie. Espagne, Italie. Mardi à Wembley. Angleterre, Danemark, le lendemain, toujours à Wembley. Alors le point commun de ces 4 équipes, c'est que ces 4 équipes ont joué leurs 3 matchs de poule à domicile. Voilà. L'Espagne, Séville, mais l'Italie, le raisonnement me paraît curieux parce qu'au démarrage de la compétition... J'ai pas posé ma question. Oui, mais, mais l'observation, ça donne l'idée que si ces équipes sont en demi-finale, c'est parce qu'elles auraient bénéficié de jouer à domicile. Peut-on... C'est la nature, mais Étienne, vous êtes un peu trop rapide intellectuellement, calmez-vous. Ça c'est sûr par rapport à certains, oui. Peut-on s'interroger sur l'équité sportive de 7 euros? Voilà, habillage.
aussi reçus à la maison Mais voilà, et ont été éliminés. Voilà. C'est les seuls. Non, mais en 8e écart. T'as l'Allemagne qui est reçue aussi. En Hongrie. Oui, mais ils ont La joué. Hongrie, ils ont fait 2 sur 3. Ouais. Après. Il Il y a pas, Et le Danemark n'a pas fait ses 3 matchs à Si, domicile. 3 matchs à Copenhague. Voilà, donc voilà, petit à petit, on se rend compte Les qu'en fait, Pays-Bas. c'était quand même la règle. Non, mais les Non, mais en Pays-Bas, 8e. les Pays-Bas ont joué tout à la maison. Amsterdam. Amsterdam, ils en ont joué. Voilà, grosso modo, tout le monde à peu c'est près assez- a joué chez soi, et sauf la La France, France, qui n'était pas concernée parce Mais qu'ils non, avaient organisé l'Euro 2016, on donc a on leur a joué pas 2 donné. sur 3 au même endroit. Bon, après, non, c'est ça. Alors, on a joué 2. Après, ils ont malheureusement Alors, mais ce qui est joué. intéressant, c'est les 8e de finale. Alors, Attendez, toi, pas tous en même temps. Non, mais juste moi, je veux juste poser une question. C'est qu'au moment où c'est décidé qu'il y aurait 11 Personne n'a rien villes- dit. Comment Personne n'a rien dit. Non, mais c'est Au pas départ. ça le problème. Il y a donc- Au départ, ça devait être Mais 13 est-ce qu'une fois que les pays ont été qualifiés, c'est à partir de ce moment-là qu'on leur a dit vous allez jouer automatiquement chez vous? Ah oui, ça c'était clairement établi. On est qu'à d'accord, partir on est du moment où il y d'accord. avait une ville d'un pays qui était ville hôte de l'euro, si sa sélection était qualifiée, aller jouer, ce qui peut paraître logique Non, mais quand même, c'était dans le n'a rien stade. dit. c'était de son déterminé pays. au départ ou ça a été déterminé après? C'est juste Ben, que après je veux les savoir, qualifs. moi, c'est Ben, tout. Après les stades, on les connaissait. Depuis le les stades, départ. on les connaissait depuis le début. Et à partir du moment où il y a eu les équipes qui se sont qualifiées, ben, mécaniquement, elles ont été jouées dans les stades de leur Mais pays. personne n'a c'est rien tout. dit à ce Voilà. moment-là. Bah, c'était assez Non, clair. non, personne n'a rien dit. L'Écosse a joué aussi ses matchs. On a joué 2 sur 3 chez elle, où est le 3e à Wembley. Après, peut-être le seul bémol, c'est. Bon, après, ils sont éloignés, malheureusement. C'est pas leur faute, mais c'est Bakou, quoi. Ah oui. Tu vois, par exemple, la Suisse qui est partie à Bakou le premier match. Ouais. Je crois qu'ils ont joué le 2e à Rome. Ils et sont le retournés 3e, à ils sont Bakou. repartis à Bakou. Donc, ça, c'est forcément. C'est sûr. Là, le contraignant, Danemark, quoi. tu peux Là, quand même te vous m'avez demander, dit, le en termes Danemark, d'équité, Ouais. le Danemark est allé à Bakou qui aujourd'hui. va à Bakou, qui va revenir, alors que pendant ce temps-là, l'Angleterre, dans toute son euro, n'aura fait qu'un déplacement, À Rome, c'est d'aller là, à ce Rome soir. et de revenir pour la demi et la Ouais, finale. mais ça, c'est Tu peux vraiment te pas dire, une- tu c'est peux les raconter règles les choses comme tu veux, à un moment donné, physiquement, les Danois, ils vont prendre un Ouais, mais éclat quand que la n'auront pas France, pris les quand la Anglais. France reçoit lors de son euro, c'est pareil, tu restes toujours à Clairefontaine quasiment. Ouais, mais sur quelques les matchs. autres pays restent en France aussi. C'est Ouais, pas- ouais, les mais déplacements sont. des fois, non, mais des fois ils doivent aller d'une ville à une autre quand même. Ouais, mais les déplacements, ça, c'est c'est pas 1 heure grave. maximum. C'est quoi. pas grave, ça, quand Là, même, tu commences à avoir des déplacements à droite. Ah, la Bakou, Russie déjà, franchement, avant que la c'est Russie sur la violent. Coupe du Monde, t'as des équipes qui ont bougé quand même pas mal. Ouais, mais la Russie, c'est immense, quoi. Ouais. Donc, bon. Mais, pardon, mais juste parfois dans les compétitions, on peut être avantagé, non? Ben, là, sur le oui. coup, c'est sûr que. Là, On il y a est un toujours avantagé. il y a un avantage, non On est toujours avantagé parce qu'on a 1 ou 2 jours de plus de récupération, etc., suivant le tableau tel qu'il se déroule. Moi, je trouve pas que sur ce tournoi-là, il y ait de scandale majeur par rapport à l'organisation et par rapport Ouais. aux villes qui accueillent des matchs. Enfin, je trouve Bah, à la qu'on limite, en à la parle limite, beaucoup. à la limite, tu peux considérer qu'il y en a moins d'avantages que dans les autres compétitions, puisque dans les autres compétitions, tu as un pays qui est avantagé, voire 2, quand tu as le Japon et la Corée qui organisent ensemble La Coupe du Monde 2002. Alors que Ah, là, là, quand même, tu t'en as as un. 7, 8, 9, Non, mais 10 t'en as un, équipes. t'as l'Angleterre. t'en as un qui est T'as plus l'Angleterre. avantagé. Et ben que là, les oui, autres. mais là, tu en as 10, donc c'est beaucoup moins. Ouais, mais là, t'en as Non, un mais qui est t'as avantagé plus l'Angleterre. que les autres, c'est les C'est Anglais. l'Angleterre. À part le quart de finale à extérieur, sinon ils jouent leurs 6 matchs sur 7. Ouais, ils vont mais au Parce bout. qu'en fait, ce qui s'est mais passé, il fallait être premier. Mais il fallait être premier. Les Anglais, Écoutez, ont récupéré des matchs de villes qui se sont finalement désistées. Bilbao et Dublin. Non, mais il y avait avant Bruxelles. Pourquoi le Bruxelles 8e devait faire partie donc du dispositif. Pour le Ils ont 8e. renoncé. Non, ils ont renoncé très tôt. Et finalement, donc l'UEFA a attribué le match à Londres parce que en fait, Michel Platini avait donné l'euro donc avec ce système-là. Et puis derrière, les équipes suivantes de l'UEFA trouvaient ça un peu compliqué, etc. Donc ils n'ont cessé d'essayer de recentrer un petit peu la compétition sur le moins de villes possible et le moins de pays possible. Et l'Angleterre est avantagée, il ne faut pas l'oublier, parce qu'ils ont terminé premier de leur groupe. Oui, aussi. Non, mais c'est important, parce que s'ils font 2, ça y est, ça change tout. Ouais, de- tu as raison. La dernière équipe haute à avoir gagné l'euro, Enfin, c'est ça qui? change tout, ils auraient fait. La dernière équipe haute à avoir organisé l'euro et France. d'avoir gagné. La France, La France. en 1984, donc ça date. Ah, donc c'est. C'est l'heure, les amis, de la petite musique, c'est l'Euro Express. Quelques informations sur l'euro avec Virginie Saint-Silly. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Non, mais qu'il y a? il précise que c'est parce qu'ils ont fini premier. C'est second, c'est juste le 8e qui jouait pas. Il y a juste le 8e qui a fait qu'ils Non, ont joué. ils doivent être dans l'autre chapeau. Non, mais il n'y a que le 8e qu'ils auraient joué. Là, ils ont joué à Londres, ils auraient joué à l'extérieur. Oui, 8e. Et après, demi-finale, ils auraient joué chez eux. Demi-finale, oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est juste le 8e qui les changeait. demi-finales sont là. Vous avez raison, c'était Non, important mais de le c'était juste préciser. important quand même. Est-ce qu'on peut remettre le petit jingle que j'adore? L'Euro Express. Pardon.
L'instant est grave. Virginie Saint-Silly, quelques informations sur cette compétition que nous suivons, que nous chérissons. C'est parti. Figurez-vous que Kevin De Bruyne a joué le match Belgique-Italie avec une déchirure ligamentaire à une cheville. Juste après l'élimination hier soir, le milieu a remercié le travail de son staff médical pour qu'il puisse tenir sa place dans ce quart de finale malgré sa condition physique. De la blessure, il y en a eu côté italien sur la pelouse avec la sortie de Spinazzola en pleurs sur civière. Dans l'avion du retour de Munich, les joueurs de la nationale ont mis l'ambiance avec un message dédié à leurs coéquipiers, victimes d'une rupture du tendon d'Achille et indisponibles pour les 5 prochains mois. Et puis les Azuris qui vont affronter la Rora en demi mardi à Wembley. Sauf qu'à cause de la quarantaine imposée à leur arrivée sur le territoire britannique, les supporters espagnols ne peuvent pas y aller. Le gouvernement sera en pourparlers avec son homologue britannique pour permettre à son public d'assister au match. Un match qui pourrait bien se jouer sans Pablo Sarabia. Il n'a pas participé à l'entraînement aujourd'hui. La presse espagnole affirme que le milieu souffre d'une micro-déchirure à l'adducteur droit. Vous retenez quelle information ? De Bruyne, Spinazzola, les Azuris. S'il a joué avec une déchirure, je pense qu'il a dû être infiltré quand même. Ouais. On parle jamais des infiltrations, c'est quelque chose. Il n'y a pas de dopage dans le football. Est-ce que ça peut être considéré comme une conduite dopante ? Non. Les infiltrations, ça existe depuis toujours et ça a toujours été autorisé. Donc c'est pas interdit. Pour atténuer ou pour empêcher complètement une douleur. Maintenant, ce qu'on peut souhaiter à De Bruyne et à son club, c'est qu'il n'y ait pas de conséquences. On a vu ce qui s'est passé avec Samuel Umtiti à la Coupe du Monde 2018. Il a joué en permanence blessé comme ça. Derrière, il n'est plus jamais revenu. La question, est-ce que c'est quand même moral, même du point de vue de la santé, de faire jouer quelqu'un qui normalement ne devrait pas jouer ? Une infiltration ne guérit pas, mais ça, cache le mal. Mais ça, c'est pas un cas exceptionnel. Non, mais malheureusement, mais est-ce qu'on peut... On sait pas tous que l'infiltration, ça ne soigne pas, ça soulage. Point à la ligne. Après, c'est les conséquences. Après, c'est dangereux parce que... Bien sûr, mais c'est les conséquences. Sur un ligament... C'est les conséquences, mais c'est les conséquences. Mais sur n'importe quoi, c'est les conséquences, c'est terrible. Ouais, mais après, tu vois, sur un ligament déchiré, je sais pas si ça... Mais d'ailleurs, la douleur, là où c'est dangereux, c'est que la douleur, elle t'alerte sur quelque chose. Donc, si tu n'as plus la douleur, mais qu'il y a quand même le mal. Après, le plus inquiétant, c'était sur les articulations. Parce que là, on mangeait le cartilage. Le cartilage avec la cortisone. Donc ça, c'était plus dangereux. Non, vous en avez déjà fait ? Question d'Hervé Penaud. Vous avez déjà fait les Jamais infiltrations ? d'infiltration ? Moi, oui. Ouais. Moi, une fois, oui. Une fois ? Cheville. Et après, quand tu joues, tu sens vraiment plus rien du tout ? À la fin, ça chatouille un peu quand même. Donc tu dis la merde, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Non, je voulais juste dire que, en fait, ce qui est terrible non plus, moi, ce que je pense, c'est que De Bruyne, sur le jeu de la Belgique, il n'a pas été très influençable et influençable dans le jeu. Bah oui, mais en fait, ça passe en première mi-temps, il n'y a que lui qui amène l'action. Mais bon. Les notes de l'équipe du soir sur Angleterre-Ukraine. Ce qui n'empêche même que Spinazzola, ça c'est quelque chose d'important. Parce que lui, ça marque le pauvre garçon. Parce qu'il a été révélation de ce tournoi. Pour moi, c'est lui. C'est personne d'autre. Ce qu'il a apporté à l'Italie sur ce côté, mais c'est somptueux. Et quand on voit hier soir, quand il se pète, c'est hallucinant, quoi. Il est en pleine accélération, on voit qu'il glisse et clac, je ne sais pas si vous avez fait attention, moi je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, il s'est pété le tendon, parce que la façon dont, hop, et après il veut poser le pied, et sa jambe s'en va. C'est terrible. J'espère qu'il arrêtera le but de Lukaku. C'est lui qui arrête le but de Lukaku. Ah non, mais il a été exceptionnel. Les notes de l'équipe du soir, les petits, sur Angleterre-Ukraine. Quel joueur aimeriez-vous qu'on note ? Luke Shaw, pour moi, c'est le vrai MVP. C'est 10-13 qui nous dit ça, qui nous alerte, et c'est un 8. Luke Shaw, donc le latéral de United et le latéral de l'Angleterre ce soir. 8-8-8-8 et 7-7. Non, il a fait un bon match, il n'y a rien à dire. Et il a été peu mis en difficulté défensivement. Dans ce rôle-là, il a pu apporter offensivement. Bon, je veux dire, il a fait un bon match. Je trouve que c'est l'un des meilleurs Anglais depuis le début du tournoi. Mais non plus, il n'a pas survolé. Je veux dire, si je lui mets 8, je me dis, je mets combien à Kane et Sterling, quoi. Tu peux mettre 8 aussi. 7, c'est bon. Mais en tout cas, notre téléspectateur nous alertait en disant que pour lui, c'était l'un des MVP ou le MVP. Allez-y, mes petits en régie. Alexandre Bonnet, bonsoir Alexandre. Kane, qui pour moi mérite un 8, un très bon match de sa part. 8-8-8. On y est, c'est dans le 8. On est dans le 8, il n'y a pas un 9. C'est l'attaquant. C'est un exceptionnel Kane ce soir. Voilà. S'il marque la reprise de volée. Oui. Là, c'est 10. Ouais. Là, s'il met la. Moi, je lui mets 10. Comme quoi, ta note n'est pas liée à toi. La note, elle est liée aussi aux autres. C'est-à-dire que l'arrêt du gardien t'enlève un point quasiment. C'est clair. C'est ça un peu la gardien.
Kane était porté disparu en début du tournoi. Kane, à Tottenham, on le voit, c'est quelqu'un qui marque, mais quelqu'un qui est un faiseur de jeu. Vous le voyez aujourd'hui dans cette équipe avoir cette influence-là? Moi, je trouve que physiquement, autant par exemple, peut-être d'ailleurs ça lui a profité à Raheem Sterling de ne pas faire la fin de saison avec City, d'être beaucoup ménagé. Le championnat anglais est dur de toute façon. Mais ménagé. Je disais toujours à jour. Mais Harry Kane, c'est en effet dans son club quelqu'un qui participe énormément au jeu, qui vient chercher les ballons, qui fait des courses, qui marque. Là, il marque, mais il n'a pas fait tout le reste quand même. Il peut être encore meilleur, mes petits. Non, mais il a raison. Hein. L'influence du championnat anglais là, sur les Anglais, là, ils n'y arrivent plus. Là. C'est tout, exactement. Non, mais c'est vrai que là, on se rend compte. On peut dire merci. Je pense que. Nous parlerons dans quelques minutes du Danemark. Le Danemark, est-ce que c'est une bonne équipe ou est-ce que c'est une grande équipe? Il y aura un duel une nouvelle fois dans l'équipe du soir. Ne manquez pas ce duel entre Étienne Moati et Olivier Rouillet. Il n'y a pas eu 2 équipes en finale de Ligue des Champions. On a gagné ensemble. Olivier Rouillet au firmament ce soir. Il est au centre de toutes les attentions. Olivier, vous êtes bien entouré ce soir. Il y a votre. Il met 9. Est-ce qu'on peut noter Olivier Rouillet ce soir? On se calme, on se calme. Moi, je mets 9. Non, on se calme. C'est fini. 9. Moi, j'étais parti pour lui mettre 10, mais j'ai mis 9 à cause des ongles. Ils sont pas propres. Ils sont pas propres. Voilà, satisfaisant. Eric, satisfaisant. Je suis déçu. Le Danemark, donc prochain adversaire de l'Angleterre. Le Danemark s'est débarrassé de la République tchèque 2-1. Le match s'est déroulé à Bakou. Les images, c'est avec vous, ma chère Virginie. Et vous allez voir que le premier but se fait très rapidement sur un corner tiré par Striger Larsen et repris de la tête par Delaney, le milieu de Dortmund. Et puis sur cette passe longue de Vestergaard à la 42e, Joachim Melle accélère puis centre. C'est bien récupéré par Dolberg qui conclut parfaitement après la tentative ratée de Braithwaite. Et les Tchèques vont réduire l'écart à la 49e. Score final 2-1 pour les Danois qui se qualifient pour les demi. Il est beau Chic. Il a aussi les beaux Chic. Un but à la très aiguë, Patrick Schick. Est-elle, ce Danemark, est-ce que c'est une bonne équipe ou une grande équipe? Bonne équipe, grande équipe. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va pour le jingle. On joue sur les petits mots. Hein. Étienne Moiti, vous avez dit, c'est une bonne équipe. Olivier Rouillet, c'est une grande équipe. Étienne, on va tout d'abord, la bonne équipe. Qu'est-ce que c'est? C'est le Danemark, c'est quoi donc? De la part de la partie adverse, Étienne Moiti. Pas d'envie non plus d'en faire. Bonne équipe, grande équipe. Bonne équipe pour Étienne, grande équipe pour Olivier Rouillet. Compte Twitter d'équipe du soir. L'arbitrage du président maintenant, Johan Micou. J'en peux plus. Moi j'adore cette équipe du Danemark. Même sur le premier match, avec tout l'événement qui s'est passé, je trouve qu'elle ne méritait jamais de perdre contre la Finlande. Elle a un jeu qui est tourné vers l'avant, un jeu dynamique. C'est un vrai régal de les voir jouer. Et félicitations aussi aux Tchèques, parce que cet après-midi, c'était un vrai bon match de football. Ça allait d'un côté et de l'autre. Donc moi, je trouve que c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe parce que je rejoins Étienne. Les grandes équipes, c'est des équipes qui ont marqué un peu l'histoire du football et notamment... t'as oublié l'Espagne, je pense que même 8, 10, 12, ça fait partie des grandes équipes. Il y en avait même encore d'autres. Ouais, t'en avais. Et peut-être pour devenir une grande équipe, ça serait d'aller au bout. Là, peut-être on pourra dire qu'ils ont réussi à aller au bout d'une idée de leur jeu et puis d'avoir concrétisé par une victoire. Mais pour le moment, je dirais oui, et même une très bonne équipe. C'était en composant cette question, c'était aussi l'idée de la question. Ouais. Une bonne équipe, ça peut s'arrêter en demi, tout ça. Ouais. Une grande équipe, ça va au bout. C'est un peu la petite question cachée. Dans l'esprit, c'est une grande équipe pour moi. Mais ça reste une bonne équipe sur le tournoi. Étienne Moiti. Eric Bilderman, donc point Étienne Moiti. Non, mais moi aussi je rejoins Étienne. Alors la notion de grande équipe, effectivement, si ça va au bout, comme en 92, lorsqu'ils avaient été repêchés suite à l'exclusion de la Yougoslavie. Dû au conflit, la guerre yougoslave. On les avait absolument pas vus venir. Là, après ce qui s'est passé, on les voyait toujours pas venir. Et là, match après match, tu commences à te demander, effectivement, si elle est capable d'aller au bout. Mais même si elle va au bout, je suis pas persuadé qu'on puisse parler d'une grande équipe. Moi, j'aurais plus envie de parler d'un groupe. Ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément qu'une affaire de foot. C'est avant tout une volonté de 25 gars maintenant, parce que Eriksen n'est plus là. Et moi, je retiendrai peut-être, si ça va au bout, je retiendrai une aventure humaine extraordinaire, plus que le jeu d'une équipe. C'est bizarre ce que tu dis. Ce qui est plaisant, ce qui est plaisant, c'est que c'est un banc de fraîcheur aussi quand même. Absolument, incroyable. Je trouve que c'est
c'est en plus une équipe qui joue, quoi. Tu vois, c'est pas une équipe qui reste derrière. Et c'est ça qui fait plaisir quand même d'avoir ce Danemark-là qui va au bout de ses idées, qui va au bout de son jeu, de ses actions, qui va essayer de marquer des buts. Et je crois qu'elle en avait mis 4 ou 5 le dernier match de poule. Elle en met 3 ou 4 contre en 8e. Elle continue à attaquer, elle en met 2. Elle aurait pu en mettre plus ce soir. Et donc c'est ça qui est agréable aussi. Qui fait qu'on aime cette équipe, quoi, moi personnellement. Mais ce qui est bizarre, parce que dans ton raisonnement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Étienne, grande équipe, même si elle gagnait, est-ce qu'on pourrait parler de grande équipe, ça c'est encore une discussion. Ou alors toutes les équipes qui gagnent sont des grandes équipes, et puis comme ça le débat est clos. Mais c'est marrant. Là, il y a un contenu quand même. Oui, mais, mais dans ton raisonnement, ce qui est marrant, c'est que tu as dit, pour moi, c'est plus une équipe, donc ça peut pas être une grande équipe parce que c'est plutôt un groupe. Mais au contraire, la notion de grande équipe, pour moi, c'est justement la notion de groupe. Parce que là, pour le coup, il y a un truc qu'on est tous d'accord, c'est qu'ils n'ont pas des grands joueurs. Il n'y a pas des. C'était ma question. Il n'y a pas de superstar, il n'y a pas de joueurs qui explosent dans l'Europe du football. Ça serait quoi les joueurs? Excusez-moi, ça serait quoi? Ça serait quoi les joueurs de cette équipe? Les joueurs qui peuvent répondre à la question, le facteur X, quoi. Les mecs qui changent un peu la donne. Par exemple, un joueur capital. Kjaer derrière. Oui, mais Kjaer. Avant d'arriver à tout ça, parce que franchement, je suis quand même assez surpris même de la question. Vous êtes sérieux? On parle une grande équipe dans l'histoire du football. Ça veut dire qu'il y en a alors 262 323. Donc sinon, on parle de quoi? On parle d'une équipe qui a perdu 2 matchs sur 3 en phase de poule et qui a éliminé le Pays de Galles et la République tchèque. Et vous en faites une grande équipe du football mondial. C'est complètement délirant, sérieusement. Mais en revanche, parlez sous le contrôle de on peut parler de grande équipe si, imaginons qu'ils gagnent cet euro en jouant de manière collective incroyable, sachant qu'il y a peu d'individualité. Alors attendez, on s'en fout, de très très haut niveau. Non, mais au contraire, c'est la preuve même. Ça voudrait dire, c'est la preuve même. Vous n'allez pas me dire que si cette équipe vient abattre les Anglais en demi-finale et viennent à gagner, pourquoi pas par exemple contre l'Italie ou l'Espagne en finale, vous ne pourrez pas me dire que c'est pas une grande équipe. Mais si on peut dire, c'est une grande équipe déjà aujourd'hui. Mais non, ça peut être. Ça peut être. Attendre les résultats quand même. Je sais pas s'il pense ce qu'il dit. Ah si. Ah non, je suis sincère. Je pense et j'espère vraiment qu'ils nous en feront la démonstration. C'est-à-dire, par exemple, alors qu'est-ce que c'est quoi? Je te pose une question, Olivier. Après, je te laisse parler. Je te pose une question. Donc, une équipe, par exemple, qui, comme l'Ajax dans les années 70, donc marchait sur l'Europe, gagnait 3 titres. Mais je ne compare pas de suite. Mais je ne vais pas faire ce genre de comparaison. L'équipe de France, même l'équipe de France de ton ami Michel Platini, à laquelle tu as participé un peu. C'était quoi par rapport à cette équipe? Mais c'est pas le problème. On appelle ça comment alors après ces équipes-là? L'Espagne. Est-ce qu'on peut avoir une grande équipe? J'ai reçu. Mais ça fait rien. Si tu compares des équipes, bien sûr que si tu compares à l'Ajax, etc., ça va paraître complètement débile. Mais non. Est-ce qu'on peut avoir une grande équipe sans grand joueur? Je souhaite une chose, et puis je vous le ferai bien, je vous le répéterai bien, que les Danois soient champions d'Europe. Et ça, je me mets debout et je vous fais. A-t-on fini ce débat? Vous le saurez en regardant la prolongation, mes petits. A-t-on fini ce débat? Vous le saurez en regardant la prolongation. Le président pourra vous donner peut-être 2 minutes de temps additionnel. À tout de suite. Non. Ah si, c'est bien. C'est l'heure de la prolongation. Nous entamons cette prolongation toujours avec cette équipe type, cette équipe Il n'y a pas de changement en prolongation. Ah non, il n'y a aucun changement après la prolongation. Olivier Rouillet, Hervé Penaud, Eric Bilderman, Étienne Moiti et le patron Johan Mikou. Nous étions juste avant la pause sur le Danemark. Alors là, c'est une bonne équipe ou une grande équipe. Est-ce que vous pouvez, cher Johan, activer ou non le... Non, je vous le demande. Est-ce que vous avez envie d'activer le temps additionnel? Voilà, c'est tous les 2 minutes. On en parle, si on change de sujet, je l'active. Eh bien, on va changer de sujet, là. Voilà. Et voilà. Tu voulais entendre ces petits bruits. C'est beau, ça. 2 minutes de temps additionnel décidées par le président. Il y avait des questions dans votre vie de peuple, des interrogations. Oui, Hervé. La question qu'on peut se poser, c'est peut-il y avoir une grande équipe sans grands joueurs? Par exemple, une équipe qui gagne comme la Grèce en 2004 est-elle une grande équipe quand on se dit que finalement celui qui aura impacté le tournoi, c'est une défense, c'est plutôt l'entraîneur et c'est Karisteras en pointe. Alors est-ce que tu peux imaginer toi une grande équipe sans grands joueurs? Alors que toutes les équipes dont tu as parlé, Étienne, toutes les grandes équipes, soit l'Ajax, etc., les Zidane, les Platini, etc., Johan Cruyff, Pelé, Maradona, etc. Ah, c'est une question. C'est une question. Non, mais parce que tu es président, il faut que tu le prouves. Non, mais je croyais que c'était une question générale. Mais moi, je trouve que c'est difficile d'avoir une grande équipe sans grands joueurs. C'est parce que je pense que le terme grande équipe aussi, ça reste dans la mémoire des gens. Donc dans la mémoire des gens, il y a besoin d'avoir des noms où tu peux t'identifier. Mais après, la Grèce, c'était un style de jeu quand même très
très, très basique, très minimaliste, et puis c'était pas forcément super agréable à voir. Eux, dans ce cas-là du Danemark, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une équipe très agréable, on a l'impression qu'ils se font plaisir, et puis en plus, je trouve que les gens qui le regardent prennent du plaisir. Pardon, mais une grande équipe, Étienne Moiti travaille à l'équipe, se dit il faut absolument marquer l'histoire du jeu, le Milan AC, l'Ajax, le FC Barcelone, l'Espagne, ça marque l'histoire du jeu. Mais est-ce que finalement aussi dans notre ADN, lorsqu'on se souvient des grandes équipes, il y a des grandes surprises, est-ce que ça fait aussi partie de ça? Mais là, vous l'avez dit, la Grèce, les grandes surprises. Elle n'a pas encore. Mais une grande surprise, c'est une belle épopée. Tu te souviens, 30 ans après, de Bastia, qui va jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA. Bastia. Et cette histoire-là, match après match, tu te souviens quand ils battent Carl Zeiss Siena, le Torino. C'est pas une grande équipe, mais c'est extraordinaire. C'est presque plus touchant que de savoir. On s'en fout de savoir c'est une grande équipe. C'est une aventure extraordinaire. On parlait de marquer le jeu. Une question toute bête. Mais est-ce que le Real de Zidane, là quand il gagne les 3 Ligues des Champions, marque l'histoire du jeu? Pas nécessairement. En revanche, il marque l'histoire du football. Donc c'est une grande équipe. Oui, c'est une grande équipe. Il n'y a pas nécessairement une invention. Il y a des grands joueurs dans cette équipe. Et puis c'est aussi la première équipe qui conserve son titre en Champions League depuis le nouveau format. On parlait de la Nous sommes dans un tournoi. Tu marques l'histoire du foot autrement que par le jeu parfois. De l'extra time dans la prolongation. Eric Bilderman, je vous annonce une bonne surprise. Vous êtes invité en Corse, tout frais payé par notre assistant François Césari. Voilà, c'est ça. François César. César. Je suis content. Pogacar en jaune, le grand numéro aujourd'hui sur la grande boucle de Tadej Pogacar lors de la première étape alpestre du Tour de France. Nous allons voir cette image saisissante à 30 km de l'arrivée au Grand Bornand. Attaque du Slovène à grand numéro sur les 2 dernières difficultés, l'enchaînement col de Rome et de la Colombière. Ça se passe sur le col de Rome. 600 mètres plus tard, deuxième étape de Carapaz qui n'y résistera pas. Tadej Pogacar s'envole. Derrière, ses rivaux sont en perdition. Van der Poel explose. Wout van Aert résiste, mais en vain. Alaphilippe a été complètement laminé. Grand numéro dans les Alpes et une prise de pouvoir que vous voyez de Pogacar. Cette prise de pouvoir est-elle pour vous enivrante ou déprimante? Habillage à la Tour de France. Et allons-y, mes petits. Habillage à l'américaine, si vous le voulez. Hervé, c'est enivrant ou déprimant? C'est enivrant et déprimant. Les deux, mon colonel. Ça, Hervé, faites gaffe. Je peux pas. Olivier, vous êtes enivré ou déprimé? Enivré. Enivré. Étienne Moët, Eric Bilderman, pardonnez-moi, vous êtes? Déprimé. Déprimé. Étienne, vous êtes en? Déprimé. Déprimé. Joanne Nicou, déprimé ou enivré? Je vais écouter. Vous allez écouter votre ville-peuple. Enivré par Olivier Rouillet. Non, mais moi, je suis vachement étonné de vos réponses. Et à chaque fois qu'il y a des mecs qui prennent le maillot jaune et qui sont forts et qui sont plus forts que les autres, tout le monde fait la gueule. Mais moi, je trouve ça génial. Au contraire, le mec, il est fort, il le démontre sur le tour, il fait une superbe étape, il met tout le monde au placard, point à la ligne. Ça, c'est les grands champions. Bah oui. Alors moi, je suis surpris que quand il y a des mecs qui sont bons, vous êtes tous déprimés. Ben, c'est quoi, les gars? Alors, tout à l'heure, on était en train de... Mais le tour est terminé, pas de grande équipe, et là, déprimé. Le tour est terminé. Non, mais non, il n'est pas... Et alors, quand c'était le... Comment il s'appelle? Armstrong. Ah, d'accord. Armstrong. Non, mais Armstrong, elle reste. Mais moi, je ne comprends pas, les gars. C'est pas de la même manière. Mais ça fait rien. Écoute-nous, pour comme ça, tu sauras. Bah non. Écoutez le déprimé, il va s'allonger, il va se confesser. Que Pogacar fasse un numéro exceptionnel, on est tous d'accord là-dessus. Ce que de vouloir dire Hervé en disant enivré et déprimé à la fois. Mais on est en tout début de tour et le tour est terminé pour le classement général. Il n'y a plus aucun adversaire à Pogacar. Donc forcément, on a goûté l'étape d'aujourd'hui. Mais on va redouter les étapes de demain, d'après-demain et jusqu'à l'arrivée du Tour parce que voilà, c'est tout. Et vous n'avez qu'à dire au groupe assez haut d'adversaires. N'invitez pas les meilleurs, mettez que des chefs sur le Tour de France. Comme ça, vous allez vous régaler. Mais c'est nul ce que tu dis là. Alors attends, pourquoi? On n'attend pas Patrick? Patrick Chassel, échappé du Tour de France et l'équipe du soir débarque sur ce plateau. Il n'y a pas d'heure.
Vous courez avec des chefs, moi je trouve ça génial. Olivier, vous faites peur à Patrick. Pas d'accord avec moi, je m'en fous. Moi je défends mon truc. Moi je défends les trucs. Olivier, vous faites peur à Patrick. Mais non, je fais pas peur à Patrick. Vous faites peur à... Je dis simplement, mettez des chefs si vous voulez pas qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent. Un plan serré sur le visage de Patrick Chassé. Bonjour, je m'appelle Patrick. Un plan serré sur le visage de Patrick, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous êtes enivré ou déprimé? Oh là, Vous êtes, le vrai discours? Non, je suis un peu déprimé quand même. Ah, vous êtes déprimé? Le tour, c'est fini, quoi. Il a sommé, là, boum. Moi aussi, on peut toujours trouver des arguments. C'est vrai que c'est contradictoire. Pourquoi on s'enflammerait quand, Mathieu Van Der Poel attaque, se glisse dans une échappée la veille, Hier. fait toute l'étape devant, il a une étape marathon formidable. Et là, on a un mec qui est très fort, qui attaque à 30 km de l'arrivée. Ce qui est quand même assez inhabituel ces dernières années. Et là, on devrait dire « Oh non, c'est pas bien, c'est terrible, il a tué le Tour ». Il y a quelque chose de contradictoire là-dedans. Exactement. Après, c'est vrai que le résultat, ces adversaires qu'on donnait au départ sont à 3, 5 et plus minutes. Les chutes ont éliminé, on en a eu la confirmation aujourd'hui, un certain nombre de coureurs. Même Thomas, si c'était Roglic et... Voilà, il y en a un qui prend le départ de la première étape de montagne avec le corps couvert de plaies, de pansements. L'autre qui a une luxation de l'épaule, on se demande d'ailleurs comment il est encore là. Enfin, c'est pas de chance non plus. Le Tour est-il fini? Non, le Tour n'est pas fini, mais c'est vrai que ces derniers temps, des coureurs de la trempe d'un Pogačar, qui nous a quand même montré déjà l'année dernière de quoi il était capable, sont rarement pris en défaut par la suite. J'étais mieux que la veille, nous dit Pogačar à son arrivée, où tout le monde m'attendait au tournant pour se débarrasser de moi. J'ai répliqué. On a montré aussi qu'on avait une équipe forte pour assumer le poids de la course. Il me rappellerait un petit peu le blaireau, Bernard Hinault, non? Le gars de caractère. Alors, il a un doux visage, un visage un peu puéril et enfantin, mais il est de la trempe de ces garçons-là, enfin de ces champions-là, Pogačar. Oui, c'est vrai que c'est une différence par rapport à un Chris Froome, qui était un type assez doux, enfin qui est toujours vivant, hein, le garçon. Enfin, il a pris 35 minutes aujourd'hui au passage. Mais oui, il est plus tranchant dans ses interviews et il a un visage beaucoup plus doux et même une expression beaucoup plus avenante que Bernard Hinault, que Lance Armstrong, qui parlaient tous les deux un petit peu avec le menton, comme ça, fallait pas trop venir les titiller. Cela dit, il l'avait montré hier, que son équipe était forte. Aujourd'hui, il l'a montré, hier c'était dans le registre défensif, aujourd'hui c'était dans le registre de l'attaque. Il a montré qu'il était le plus fort dans les chronos. Moi, je m'en suis pas remis du chrono. Franchement, la démonstration qu'il a faite, c'était quand même assez impressionnant. On pouvait se dire que peut-être, justement, il allait payer une première semaine active. Rappelons qu'il était là aussi à Mur de Bretagne, parmi les meilleurs. Bref, non, pour l'instant, il ne fléchit pas. Le seul truc, si on veut avoir un petit peu d'espoir, c'est de dire n'en fait-il pas trop dans cette première semaine? Le syndrome Roglic ou Yates sur le Giro il y a quelques années. Il ne faut pas trop en faire la première semaine. Roglic, l'an dernier, il n'en avait pas assez fait, il n'avait pas assez profité de sa supériorité, c'est ce qui lui avait coûté la victoire. Oui, c'est vrai, c'est son équipe qui en avait peut-être trop fait en revanche. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être économe quand même dans sa première semaine. Il y a des types qui calculent leur pic de forme en troisième semaine. Honnêtement, je ne sais pas si ça va jouer. Il aime le mauvais temps, pas de chance demain, ça sera encore pire. D'accord. Avec les écarts qu'il a fait là, j'aimerais que tu puisses me dire, pour me faire un peu espérer, qui pourrait profiter d'une éventuelle petite défaillance de Pogačar? On peut regarder le classement général après 8 étapes. Pogačar donc compte 1,48 sur Wout van Aert. Et on va regarder les autres. Derrière, la concurrence, vous voyez, est au minimum à plus de 4 minutes. Question que je relais. Qui? Personne. Aujourd'hui, personne. Non, mais il n'y a personne pour l'instant. Si vous voyez personne, il n'y a personne. Patrick. Hier, vous m'avez posé la question. D'ailleurs, je me suis fait allumer sur les réseaux sociaux parce que je ne l'avais pas cité, donc je vais le faire ce soir. Qui peut remplacer chez Jumbo-Visma Roglic? On avait dit Van Aert, probablement trop lourd. On en a eu la démonstration. Il a fait une défense héroïque, mais ça n'a pas suffi. Et ça risque de s'amplifier demain. Il y a le jeune Vingegaard. Ouais. Honnêtement, j'en avais pas parlé hier parce que je savais pas s'il avait bien fini dans le temps avec le groupe Pogačar justement. Bon, c'est le cas. Et il est encore là. Il est tombé aujourd'hui. Mais il est arrivé avec les meilleurs. En tout cas, ce gamin, c'est un gamin, il mérite d'être suivi. C'est un Danois. Il a aidé Roglic. Il a gagné la Vuelta l'année dernière. Il était formidable. Et il fait deuxième du Tour du Pays Basque, qui est loin d'être derrière d'ailleurs. Ils font le doublé. Donc il a combien Vingegaard? Parce que vous l'avez 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pile. Voilà. C'est loin.
J'ai l'impression qu'on va se battre pour le podium. Ce qu'on peut espérer, et on peut attendre en tout cas de la part de l'équipe Ineos que ce soit le cas, c'est qu'on ne court pas déjà dès la deuxième étape de montagne pour se placer sur le podium et qu'on ne protège pas ses positions. Venant de l'équipe Ineos, c'est pour ça que je la cite, c'est pas trop dans leurs habitudes. D'accord. Donc, il me semble que l'initiative, peut-être pas demain, venez pas m'allumer demain si c'est rien passé, si on a laissé partir des baroudeurs, peut-être pas demain. Vous connaissez. Non, vous avez de la mémoire. Peut-être pas demain. Mais l'équipe Ineos ne peut pas, après avoir fait le mieux placé l'année dernière, 18e du Tour, ne peut pas se contenter d'une domination comme ça à outrance. Attaque sur la gauche du peloton, Hervé Penaud. Non, mais vous êtes déprimé, vous, pourquoi? Non, moi je suis enivré aussi. Parce que enivré, mais un peu déprimé, sur le côté déprimé. Mais déprimé, il ne faut pas se mentir. Je suis sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Et une nouvelle fois, ça remet encore un éclairage sur mais ce Pogačar, est-ce que c'est normal qu'il soit aussi fort que ça, aussi jeune, qu'il écrase ses adversaires comme rarement des cyclistes les a écrasés récemment. Alors c'est terrible, c'est pour ça qu'il y avait Hervé, parce que c'est un débat qui existe. Hervé, j'avais préparé la question parce que sur Twitter, certains doutent de sa probité et on a tout de suite sur Twitter un truc sur... Bon, alors c'est Twitter le phénomène un peu... Oui. Pogačar, Armstrong, il y avait ce truc-là. Et ça, c'est quand même gênant aujourd'hui. Alors ce qui fait, par exemple, attaquer 2 cols de l'arrivée. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Alors, d'exploser tout le monde sur une première étape de montagne, c'est la spéciale Indurain, c'est la spéciale de tous ceux qui ont été forts sur le Tour. Mais là, le faire 2 cols avant la fin, c'est plutôt rare quand même. Alors, on a un précédent. On a un précédent qui n'est pas si vieux que ça. Il faut remonter 3 ans en arrière. Et à la limite, la démonstration était encore plus éclatante. C'était sur le Tour d'Italie, Bardonecchia. Il y a le col des Finestrés, il attaque, on n'est pas à 30, on est à 80 km de l'arrivée. C'est un certain Chris Froome qui va retourner une situation incroyable. Mais alors là, attendez, là on est hors catégorie. Et derrière, il monte ses strières tranquille et il va gagner à Bardonecchia avec 3 minutes d'avance sur le groupe du Moulin, Pinot, etc. Et là, Carapaz également. Et là, il y avait suspicion. Je me souviens qu'il y avait la suspicion. Je vais pas dire je me fais l'avocat du diable parce que ce serait déjà prendre position, mais la suspicion, je la comprends et je la partage parce qu'on a appris dans le vélo à être toujours suspicieux dès que quelqu'un fait un exploit. Mais est-ce qu'on doit vivre dans un sport interdit d'exploit désormais? Non, mais c'est vrai, tout à fait. Parce que c'est ça le problème. Froome a vécu sa carrière avec des soupçons, mais il n'y a jamais eu finalement de preuves avérées. En tout cas, il n'a jamais été sanctionné. Alors, on a comme référence Froome. Et ce qui gêne, pourquoi les réseaux sociaux se déchaînent? Parce qu'on a justement des écarts qui sont totalement inhabituels. Je regardais justement Chris Froome. Chris Froome avait la même habitude dont il s'était inspiré de Lance Armstrong. Avant, c'était moins fréquent d'attaquer, d'assommer tout le monde dès la première étape de montagne. Mais à la différence de ces 2 aînés, lui, il ne l'a pas fait effectivement dans le dernier col qui souvent faisait 10-12 bornes. Il l'a fait à 30 km de l'arrivée. Et seul. Effectivement. Il n'y avait pas un train. Hinault avait mis tout le monde en 86 à 5 minutes. Mais il y avait Lemond avec lui. Donc c'était Hinault Lemond. Seul, c'est extrêmement rare. J'en reviens encore à l'histoire de Froome sur le Giro. Et après, ce qui est dans l'histoire du cyclisme et du Tour de France, ce qui est aussi déprimant, c'est de voir que régulièrement sort un cycliste qui écrase tout. C'est-à-dire que s'il y avait l'émergence de 2, 3, 4, comme l'année dernière, on s'est dit Pogačar, Roglic, bon, ce Roglic est tombé cette année. Tu te dis, tiens, il y a un duel. Fignon-Lemon, tu aimes à un moment donné qu'il y ait ces bagarres. Et là, quand tu regardes l'histoire du cyclisme, tu te dis, Hinault, il a tout écrasé. Merckx, il a tout écrasé. Anquetil, il a tout écrasé. Froome. C'est l'histoire du Tour, ça. Indurain. Et tu as toujours la sensation que par génération, tu as un super-homme. Alors, je ne parle pas de dopage. Certains ont été prouvés comme étant dopés, mais il y a rarement 3-4 gars qui vont être tout en haut ensemble. C'est ça qui est... Et ça, je ne le comprends pas. Je n'arrive pas à le comprendre. C'est exactement ça, je pense, qui est le sentiment le plus général. Au-delà des suspicions, c'est que hier, vous étiez ravis de me voir si heureux après l'étape. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit « Ah mince, la fête est déjà finie ». On se dit... On ne peut pas ne pas se dire, a priori, la fête est déjà terminée. La montée du col de la Colombière de Pogačar, il a escaladé à 20,8 km/h de moyenne. Est-ce que c'est un temps
stupéfiant. La moyenne, faut pas en tenir compte. Enfin, la moyenne, ça veut pas dire grand-chose. La moyenne est liée à la pente, est liée à beaucoup de choses. Moi, ce qui m'impressionne, et honnêtement, parce que je vous vois venir, vous me posez cette question pour savoir est-ce surhumain ou pas. Voilà. On est d'accord. Voilà, on peut poser la question, ça sera plus simple. Est-ce que c'est surhumain? Il a dit c'est stupéfiant. Est-ce que c'est un temps stupéfiant? Non, mais le temps d'ascension. Il faut savoir que par le col de Rome, effectivement, par ce versant-là, c'est très rare. Je crois que c'est la 3e fois seulement qu'on l'escalade ces derniers temps. Donc franchement, c'est totalement inhabituel. Donc on n'a pas beaucoup de références. Ce qui est étonnant, encore une fois, c'est la différence par rapport à des coureurs de qualité derrière. Alors qu'hier, on a une étape de dingue sur 250 km où personne ne s'est planqué. Aujourd'hui, on est parti sur les mêmes bases extrêmement élevées et on se dit comment fait-il ? J'aimerais vous donner des preuves, mais dans ce cas-là, je ne serais pas ici, je serais, je sais pas, à l'Agence mondiale antidopage. J'ai 2 questions. Sur Mathieu Van Der Poel. C'est chiant de penser toujours. C'est quand même dingue de penser toujours à ça. Mais oui, mais c'est dégueulasse pour le mec, moi je trouve. Parce que je dis pas le contraire, mais on a été échaudé tant de fois. Il fut un temps où, oui, je partageais votre opinion, mais je le partage plus du tout, et moi ça me met en colère. Alors Olivier, moi je vais mettre encore plus en colère, pour une bonne raison. Non, mais c'est parce que cette réaction m'énerve encore plus, à vrai dire. Pourquoi ? Parce que cette équipe, on ne se poserait pas de questions sur ce coureur et sur cette équipe, peut-être moins en tout cas, si effectivement c'était pas des bandits qui dirigeaient cette équipe. Est-ce que c'est pas, ah mais non, mais ça c'est connu. Rien. Non. Mais si, tu sais. Attends. Mais non, je ne sais pas. On sait très bien. Je veux pas savoir. Non. Ah, tu veux pas savoir. Non. Faut quand même savoir que cette équipe, que les dirigeants de cette équipe, Giannetti, Machine, etc., étaient les dirigeants de l'équipe Soné Duval, dont plusieurs coureurs ont été suspendus à vie. Le Cobra, Ricardo Est-il Rico. possible aujourd'hui encore qu'on sanctionne des athlètes à vie et que leur encadrement, leurs entraîneurs, leurs directeurs sportifs, leur manager n'ait aucune suspension? Donc, moi, j'ai rien contre ce gamin, honnêtement. Mais s'il veut absolument ne pas être confronté, je veux dire, à la controverse et à la suspicion, déjà commence à aller dans une équipe qui a meilleure réputation. Donc, 2 questions flash pour terminer, mon cher Patrick. Il est foutu. 2 questions flash, Patrick. Mathieu Van Der Poel, donc, est-ce qu'il va continuer ou pas l'ancien maillot jaune? Il l'a dit ce soir, je prendrai ma décision lundi. Pourquoi lundi? Journée de repos sur le Tour de France. Donc, Van Der Poel, ancien maillot jaune. Il a évidemment comme rêve de disputer et de gagner les JO en VTT. Est-ce que vous avez quelques infos ou alors une simple lecture? Une lecture de l'équipe ce matin. Bonne interview, pardon, j'ai pas retenu qui a fait cette interview. Adrien Van Der Poel. D'Adrien Van Der Poel. En pied du papier, à la fin du papier, en chute du papier, on apprend que papa et maman partaient aujourd'hui pour Tokyo. Ah, franchement, bon, d'accord, ok. Il n'a pas envoyé ses parents là-bas si c'est pour terminer le tour et finalement se résigner à ne pas participer au jeu. Autre question flash. Hier, vous nous réservez votre réponse sur Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, donc ce matin au classement général à 4,23 de Van Der Poel, ce soir 24e à 18,51 de Pogacar. Oui. Donc on a la réponse. On a la réponse. Il va vouloir faire des coups. Ça m'étonne pas. Il y en a beaucoup. La Tour aussi, qui a été si brillant depuis le départ. Voilà, il y a des coureurs qui se sont rendus compte que c'était beaucoup trop fort pour eux, que le niveau était beaucoup trop élevé pour eux. Julien Alaphilippe en fait partie. Il s'en est rendu compte très tard dans ce dernier col. Mais bon, il va rebondir. En tout cas, le temps perdu n'est pas symptomatique d'une défaillance ou quoi que ce soit. Il y a un moment où le coureur se dit « je me relève, je regarde sous la pédale et on verra les prochains jours ». Juste Calwert qui a fait l'interview. Donc il avait eu raison de dire, quand il a eu le maillot jaune, ça y est, j'ai gagné mon tour, j'ai fait mon tour. Il aura tort, en tout cas, s'il ne fait rien d'autre d'ici la fin, parce que ce sera moins bien finalement qu'il y a 2 ans. D'accord. Patrick ? Oui. Merci. Il était bon, Patrick. Ah ouais, il a bien mais je l'ai aidé. Je l'ai aidé quand même. Vous formez un beau duo. On est bien, on est bien. Faites gaffe, Olivier, j'ai cru qu'il allait vous assumer. Bah oui, mais non, mais finalement il s'en sort bien, donc tout va bien. Et il vous a calmé. Je suis en colère, moi aussi je suis en colère. Bim bam boum. Le JT Express avec les informations. L'Angleterre est donc qualifiée pour le dernier carré de l'Euro en disposant de l'Ukraine 4-0. C'est parti pour les images, pour revoir ensemble ce carton plein des Anglais. Harry Kane lance les hostilités de la 4e minute. C'est Raheem Sterling qui est à l'origine de l'action. Il élimine la défense avant de placer le ballon dans l'axe. Le numéro 9 lâche une frappe vers la gauche qui ne laisse aucune chance au gardien. Maguire enfonce le clou en tout début de seconde période sur un coup franc parfaitement tiré par Luke Shaw.
Et ce n'est pas fini, ça continue. 50e, le petit décalage de Sterling du talon pour Shaw est un petit bijou. Le centre, puis Harry Kane à la finition pour le 3-0, son 9e but avec l'Angleterre en tournoi majeur. 63e, corner de Mason Mount et la tête d'Anderson. Score final 4-0. Mercredi, en demi-finale à Wembley, l'Angleterre retrouvera le Danemark. S'est débarrassé de la République tchèque, Virginie. Le premier but se fait très vite sur un corner tiré par Striger Larsen et repris de la tête par Delaney, le milieu de Dortmund. Et puis sur cette passe longue de Vestergaard à la 42e, Joachim Melle accélère, puis centre. C'est bien récupéré par Dolberg qui conclut parfaitement après la tentative ratée de Braithwaite. Les Tchèques réduiront l'écart à la 49e d'une superbe action. Score final 2-1 pour les Danois qui se qualifient aussi pour les demi-finales. On passe à Wimbledon. Roger Federer se qualifie pour les 8e de finale aujourd'hui. Hormis un passage à vide de quelques minutes qui lui a quand même coûté le 3e set. On retient quand même la beauté du jeu de Federer. La 3e pole consécutive pour Verstappen en Formule 1. Après celle de France et de Syrie, le pilote néerlandais a encore marqué son territoire aujourd'hui sur le Grand Prix d'Autriche. Il devance d'une courte tête la McLaren de Lando Norris et partira premier demain. Le bras de fer continue donc avec Lewis Hamilton qui s'élancera lui 4e derrière l'autre Red Bull de Sergio Pérez. Pour info, le pilote britannique a prolongé aujourd'hui son contrat chez Mercedes pour 2 années supplémentaires. Journée, la 3e pole consécutive de Verstappen ou la prolongation de Hamilton chez Mercedes? Non, je retiens la 2e place de Lando Norris qui finit à 48 millième de la pole position avec une McLaren sur le circuit qui est le circuit Red Bull et en pleine domination absolue de Verstappen. Et Norris est devant les 2 Mercedes. Qui sont 4 et 5 et devant la 2e Red Bull. C'est extraordinaire ce qu'est en train d'accomplir le petit Lando Norris. Lewis Hamilton, à un moment, il y avait eu un truc lors de son dernier titre mondial, j'arrête, je continue et tout ça. Et là, non, c'était un faux feuilleton. C'était du marketing, ça. Un marketing, d'accord. Aucun intérêt. D'accord, je me suis laissé dernier. On a la compo du 15 de France, Virginie, qui affrontera l'Australie mercredi prochain. Avec 2 noms capés titulaires pour ce premier match d'une série de 3, le talonneur de Castres, Gaëtan Barlow et l'arrière de Perpignan, Melvin Jaminet, qui évolue en Pro D2 cette saison. Le 3e ligne, Anthony Gelonge, sera capitaine pour la première fois puisque Charles Olivon est blessé à un genou. Il est indisponible pour plusieurs mois. La charnière sera composée du demi de mêlée lyonnais Baptiste Couillou et de l'ouvreur toulonnais Louis Carbonel. L'ailier Teddy Thomas, habituellement titulaire, n'est pas retenu dans les 23. Les ailes sont occupées par ses concurrents Gabin Villiers et Damien Penaud. NBA, avant le match 6 entre Milwaukee et Atlanta, les dernières infos. Dernière marche à gravir vers la finale pour les Bucks qui mènent 3-2 dans ce choc de conférence Est. Ils seront privés de DiVincenzo et surtout de Giannis Antetokounmpo, l'ailier grec de 26 ans cloué sur le banc depuis le match 4 mardi quand son genou a plié dans le mauvais sens à la réception de rebond. En face, Trae Young est toujours blessé au pied, on parle d'une contusion osseuse. Les Hawks vont peut-être devoir s'en passer. Quant à Bogdan Bogdanovic, meilleur scoreur d'Atlanta sur le match 5, blessé au genou droit, sa présence est annoncée comme probable, mais incertaine. Ok. Olivier Rouillet, à quoi on reconnaît un bon JT Express bien réussi? Il doit se terminer par quoi? Je sais pas. Comme une histoire drôle, par une bonne chute, non? Bah oui, par une bonne chute. Il y a une chute aujourd'hui ou pas? Il y a une belle chute, oui. Une chute assez impressionnante, c'est celle de Reece Wilson, le champion du monde de descente en 2020. Le Britannique s'est fait une belle frayeur à l'épreuve de Coupe du Monde au G ce matin. Alors rassurez-vous, il va bien. En tout cas, il a pu se remettre en selle après cette belle gamelle pour finir la course. Oh, énorme chute! Oh, le par-l'avant de Reece Wilson! Énorme crash! C'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir son chrono. Moi aussi, mais alors il était à la limite de chez limite. Et je vois pas trop ce qui lui est arrivé là dans le. Il a cliqué vers l'avant. Sur l'avant comme ça là. Il a terminé la course, hein, Wilson. Il a terminé, il s'est relevé, il a terminé. Vous aviez quoi? Vous avez un article à nous proposer, chère Virginie? Superbe crampon à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, on follow et on répond à la question mystère. Attention, c'est important. Et c'est du 44 et demi. C'est du 44 et demi. Et demi. Olivier les voudrait, mais c'est vraiment pas ça. Non, alors là, moi, je peux pas. Et demi. C'est du 46, c'est pas possible. Moi, je chose du 39 et demi. Ah oui, un petit pied. Petit pied. Très petit pied. Merci Virginie. Comme dirait le joueur anglais. Très bientôt. Deschamps fusible. Moins d'une semaine après l'élimination des Bleus, les manœuvres s'organisent en coulisses des Bleus. Un constat, les Bleus n'étaient pas au top physiquement pendant ce tournoi. La préparation physique serait largement remise en cause par le vestiaire de l'équipe de France. Trop intense,
trop fort, trop vite, à en croire que le vestiaire qui estime arriver dans le creux au moment, on va dire, où ça se jouait. Le préparateur physique Cyril Moine devrait donc faire ses valises. Grégory Dupont, ancien préparateur physique des Bleus en 2018, pourrait le remplacer. Le préparateur physique des Bleus sur la sellette est-il le bouc émissaire idéal? Deux chroniqueurs, là encore, ne sont pas d'accord. Jingle. Olivier, vous êtes vraiment de tous les combats ce soir. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Est-il le bouc émissaire idéal? Vous avez répondu oui. Hervé Penaud a répondu non. On est d'accord? Oui, absolument. Hervé, vous avez répondu non. Pourquoi c'est pas le bouc? Andel Kérenet, bien récuré à cette question. Olivier a répondu oui. Hervé Penaud a répondu non. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé pour trancher. Plutôt Olivier ou plutôt Hervé, et pourquoi? C'est compliqué comme de répondre à la question, mais il n'y a pas d'habillage. Ok. Non, mais c'est compliqué. Demandez la On fait de la télé quand même. On te voit. Vas-y, Jo, on te voit. Non, mais... non. Mettez Jo à l'antenne, s'il vous plaît. Monsieur Micou exige l'habillage pour rendre son verdict. Bien sûr. Non, c'est normal, c'est normal. Je serais plutôt de l'avis d'Olivier parce que ça paraît assez facile de lui mettre toutes les responsabilités dessus, parce que finalement, c'est pratiquement ça qu'on dit. C'est-à-dire que physiquement, ils n'étaient pas bien, donc forcément, ils n'ont pas pu... Voilà. Alors, je ne sais pas si si ça remonte des joueurs, mais ça paraît assez facile de mettre ça sur le dos du préparateur physique. Et après, c'est assez français, ça, quand même, non? Je sais pas. Mais même on se plaint à chaque fois quand on travaille un peu trop, même si ça remonte aussi un peu des joueurs, est-ce que les joueurs, c'est pas facile pour eux aussi de dire ça? Ouais, bah non, oui. c'est Non, pas, mais je sais pas c'est pas nous. D'où ça sort, mais c'est pas nous, c'est pas si notre investissement. Non, mais si ça sort des joueurs, c'est encore. Non, mais si ça confirme, ça confirme ce que Deschamps a beaucoup écouté les joueurs sur cette Euro. Beaucoup trop. Non, parce qu'on a parlé. Donc c'est pas Olivier. Hein. Oui, là, franchement, parce que Étienne a déjà récupéré la main. Alors, c'est ça. En fait, il n'a pas eu le temps de finir, mais il va vite. Non, pas toujours. Pas toujours. Il a été bon, Olivier. Il a été bon. D'ailleurs, je ne vais même pas parler parce que ça a été. T'es surpris, hein? Tout comme Olivier. Énorme ce qu'il a dit et c'est tellement clair. Les joueurs de l'équipe de France, le sélectionneur, tout le monde qui limite la Fédé aussi, ça arrange tout le monde que ce soit lui. D'ailleurs, les 10 minutes, c'est pour ça qu'on menait 3 à 10 minutes de la fin. Ah putain, coup, en fait, ils se sont écroulés physiquement. Ils n'arrivaient même plus à marcher, les mecs. Non, mais juste pour préparer cette question, on a fait quand même la liste des blessés durant le tournoi. Donc on a une liste qui va apparaître dans la rivière. Nous avons Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, c'est vrai qu'avant lui, Dembélé se blessait jamais. Thomas Lemar, Jules Koundé, Karim Benzema et Kingsley Coman. Attendez, justement, sur ces 8 blessures, 6 blessures sont musculaires. Mais 6 blessures sont musculaires. Alors nous avons Ousmane Dembélé. Coman Dembélé, c'est assez régulier quand même. Donc Ousmane Dembélé. J'ai pas mis Lucas Hernandez parce que ce problème au genou de cartilage, choses comme ça, on l'a mis. Lucas Digne, c'est bon. Marcus Thuram, je l'ai mis dans les blessures musculaires, les petites gênes, c'est les adducteurs. Il a quand même joué. Il a tiré le penalty, il a joué. Donc Benzema, je crois qu'il a joué. Quel gêne, mais bon. D'accord. Thomas Lemar. Voilà, Thomas Lemar. C'est vrai que c'est un joueur qui ne se blesse jamais, Lemar. C'est un coup, je ne l'ai pas mis. Jules Koundé. Blessure musculaire. Karim Benzema, qui est sorti lors du match France-Suisse, blessure musculaire. Kingsley Coman, blessure musculaire. Est-ce qu'il y a un truc? Voilà. Il y en a deux, c'est assez régulier. Non, mais ce qui est gênant, il y en a 2 ou 3 sur 26, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Non, mais ce qui est gênant, c'est quand on dit ça, on a l'impression, effectivement, je comprends, de dire, finalement, il n'y a que lui. Non, j'espère que quand il va faire l'analyse de tout ce qui s'est passé, eh ben, on ne va pas simplement s'arrêter au préparateur physique qui a peut-être pas. Et puis en plus, il a fait une préparation qui correspondait à ce qui était demandé peut-être aussi par Deschamps et Stéphane. Attention, il faut bien se rendre compte. Parce qu'ils avaient peut-être une même manière de voir la préparation physique. Mais il n'empêche que les remontées, attention, ces remontées-là ne viennent pas d'après l'élimination. C'est ça qu'il faut savoir. C'est des remontées qui naissent avant. C'est-à-dire que c'est des gens qui se plaignaient pendant. C'est pas simplement des gens qui sont pleins après. Parce que c'est trop simple sinon. Parce qu'on va dire, vous savez, c'est de la faute de. Non, vous savez, après le dernier match, les joueurs sont partis en vacances, ça m'étonnerait que la fédération. C'est pas le préparateur physique qui choisissait de jouer à 3 derrière pour le 8e de finale. Non, mais ça, c'est un autre débat. C'est pas lui qui avait fait la mise en place. Non, mais le premier responsable, c'est évidemment Didier Deschamps, mais ça, on est d'accord. Simplement, Didier Deschamps, il va pas partir. Il va rester. Donc, il va bien aussi falloir savoir quels sont les angles d'amélioration sur ce qui a mal passé.
s'est mal passé. Au même titre qu'avec les joueurs. Il y a des joueurs que tu as pris et peut-être que maintenant tu les prendras plus. Et puis circonstanciellement parlant, le préparateur physique qui était déjà là est sur le marché. Entre-temps, il était parti au Real Madrid. Grégory Dupont. En plus un effet d'aubaine peut-être. Grégory Dupont. Noël Le Graët, que vous avez interviewé cette semaine pour le site L'Équipe et dans le journal L'Équipe, nous dit ceci sur la prochaine entrevue entre Didier Deschamps et Noël Le Graët. Ce sera donc la semaine prochaine à Guingamp, au domicile du président. Un suspense insoutenable. On va parler de ce qui s'est passé. L'organisation était correcte, sauf si des choses m'ont échappé. Étienne, vous êtes très fin connaisseur du président de la 3F. Dans un article déjà la semaine passée, vous aviez écrit que Noël Le Graët était un peu fâché, un peu agacé, un peu énervé. Qu'est-ce qui le contrariait? Le fait peut-être de perdre de l'argent économiquement pour la santé financière de sa fédération, mais est-ce qu'il y avait autre chose qui l'embêtait? Non, pas réellement. Ce qui fait Noël Le Graët, c'est qu'il veut donner le sentiment que c'est lui qui a la main, que c'est lui qui décide. Ah, c'est une posture. Oui. Un peu, d'accord. Et qu'à partir du moment où il y a eu une élimination en 8e de finale et que l'objectif c'était les demi-finales, forcément il ne peut pas dire tout de suite, évidemment on repart avec les mêmes et il ne s'est rien passé. Donc voilà, il faut qu'il y ait un petit temps comme ça, il y ait des discussions sur ce qui s'est passé au niveau du sélectionneur, ce qui s'est passé au niveau de l'organisation et puis au bout du compte, on va repartir comme ça. Je vous propose de regarder les entraînements. Alors, d'ailleurs, on va repartir comme ça aussi parce que sur la durée, l'équipe de France, c'est pas un échec, il faut quand même aussi le rappeler. Sur la durée, tu n'as pas l'air de comprendre. Ils ont été en finale de l'Euro, ils ont été champions du monde, et voilà. Évidemment. Vu à l'entraînement, on est le 16 juin. 2-3 tournois pour éventuellement qu'on commence à le remettre en question. Quoi. Non, mais vu qu'il a une. Non, mais ici, on peut le. Parce qu'en fait, on signe des contrats en disant c'est minimum demi, mais bon, c'est encore pour parler, quoi. Donc on arrive en 8e, c'est pas grave, on continue. Non, mais je sais pas. Demande à Le Graët. Non, mais je sais pas, parce qu'ils nous ont quand même confirmé que c'était au moins le dernier carré, quoi. Voilà. Bon, en fait, tout et de toute façon, il a un contrat jusqu'en 2022. On peut le prendre et le jeter, quoi. Il a un contrat jusqu'en 2022. Ça figure pas dans son contrat. Ah, c'était pas une clause. Ah non, c'est pas une clause qui est dans son contrat. C'était l'objectif qui lui était assigné, on va dire, oralement, moralement, par le président de la fédération. Moralement, tu devrais dire qu'on arrête, quoi. Non, mais il n'y a pas de morale là. Demande à Deschamps s'il a envie d'arrêter. Non, mais tu peux avoir un peu de crédit aussi après avoir gagné une Coupe du Monde et faire une finale d'Euro, non? Je te dis, il y a encore 2-3 compètes. Non, on peut aller jusqu'en 26-28 et faire des 8e et ça continuera. Non, une suffira, je pense. Si tu la gagnes ou que tu la perds. Surtout que là, il y a une gestion quand même de A à Z parfaite. Non, mais ça là-dessus, on n'est pas. Justement, vu à l'entraînement, on est le 16 juin, on est au lendemain de la victoire française à Munich contre l'Allemagne. Et j'ai une petite surprise de voir évoluer les remplaçants. Vous allez regarder là. Les remplaçants qui n'ont pas joué évoluent sur jeu réduit, alors que d'habitude, les remplaçants jouent un match sur grand terrain. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Olivier Rouillet, en disant c'est important pour les remplaçants jouent des matchs. Non, mais comment tu fais pour faire un match sur grand terrain si tu es 14 ou 15 En général, à la Coupe du Monde 2018, il y avait des équipes amateurs, qui étaient réquisitionnées pour que les. Il faudrait savoir s'ils ont trop travaillé ou pas assez travaillé. Il y a un problème de Covid là. Alors, il y a certainement la bulle et le Covid qui faisaient que. Tu ne peux pas jouer contre des adversaires, quoi. D'accord, mais Deschamps comptait-il vraiment sur les remplaçants? Alors là, c'est le Covid qui fait qu'on est obligé de travailler sur le mi-terrain. C'est tout l'entraînement qui était comme ça? Ou il y a eu aussi des 15-15, tout ça? Moi, je pense qu'il y a eu un mélange. D'ailleurs, même sur les affaires physiques, je veux dire, les choix du sélectionneur ont une incidence, puisqu'il a tourné sur très peu de joueurs. Oui. Il a tourné sur très peu de joueurs, donc c'est assez logique. Même pendant la préparation. Soit plus fatigué. Voilà. Même pendant la préparation. On avait souligné le cas de Clément Langbé qui n'avait pas joué pendant 37 jours. Donc ça, c'est incroyable. Me disais les 15-15, mais je crois qu'il les faisait le soir des matchs, après les matchs, pour les remplacer. J'ai entendu dire que dans la journée, là, en plein soleil, il le faisait aussi. Oui, ils l'ont fait aussi. Donc tu le fais 13 heures, et après tu fais peut-être aussi ça, quoi. C'est un mélange des deux. Et pardon, mais ce qui a pu surprendre certains joueurs. À travers le tournoi, à travers les matchs des Bleus que vous avez vus, est-ce que vous les avez trouvés comment physiquement? Est-ce que vous les avez trouvés très rapidement un peu cramés? Moi j'ai trouvé contre la Hongrie, oui. La Hongrie, c'était oui, mais d'accord, mais on est obligé d'en parler parce que c'est celui qui a certainement fait le plus de mal. Parce qu'en plus, au terme de récupération derrière, tu le payes. Parce que quand tu vois Benzema qui sort, c'est bien contre la Hongrie. Moi, j'ai cru qu'il allait nous faire un malaise sur place. La tête qu'il a, souvenez-vous de cette image. Donc ce match-là, il a laissé des traces terribles. Mais moi, ce que
l'image la plus terrible, c'est hier soir avec les Belges. Comment il s'appelle qui est rentré Chadli. Chadli. Ah, Chadli, 10 minutes, le pauvre. Deuxième accélération, il se claque. Donc, ce qui prouve, avant toute chose, alors les joueurs, c'est pour ça qu'ils se plaignent, c'est une chose. Et c'est pour ça que je trouve dégueulasse de mettre tout ça sur le préparateur physique. Non, mais parce que le constat quand même qu'on peut faire, le constat, gros constat qu'on puisse faire, c'est que les joueurs, ils sont ratatinés. Je pense que le match en Hongrie, il compte vraiment pour la suite. Mais j'ai pas trouvé en deuxième mi-temps, dans la demi-heure où ils ont été extraordinaires. Moi, j'ai trouvé. J'ai pas trouvé de problème physique. Non, ils en je suis d'accord avec toi. En une demi-heure, ils en mettent 3, il n'y a aucun problème. Quoi. On en revient toujours aux mêmes choses. L'organisation. A tout de suite, les quelques informations du mercato. Et il y a du surprenant. Je dis pas du lourd, mais il y a du surprenant à suivre. Et ça bougera peut-être du côté de l'Olympique Lyonnais. A tout de suite. Les amis, l'émission touche pratiquement à sa fin, mais attention, dans quelques minutes, le Mercato Express avec Hervé Penaud, Il y a l'hygiène de vie des sportifs de haut niveau et puis aussi des chroniqueurs. Eric Bilderman, Olivier Rouillet, le patron. Ce soir, c'est Johan Micou. Le Mercato Express, pas mal d'informations concernant le Mercato en 5 minutes chrono. On file direction l'Olympique Lyonnais. C'est un bon deal, ça, oui, les magnifiques chaussures. Ah mince, alors attendez, où est-ce que j'ai mis le gagnant?